Le business du jeu vidéo en 99. Alors, Karim, est-ce qu'un jour tu pourrais décortiquer la pub incompréhensible de David Lynch de la PS2 ? Ah, j'ai jamais fait cet exercice, mais ouais, faudrait, bienvenue dans le troisième monde. Faudrait qu'on fasse ça. On va se regarder ça. Bon, je jouerai à BuckyWare plus tard, c'est pas grave. De toute façon, c'était les deux trucs que j'avais prévus. Donc là, je suis pas dans les digressions. Je m'étais dit, je parle de ces trucs-là et de BuckyWare. J'ai choisi l'un des deux, mais là, je suis pas dans une digression, donc c'est cool. On peut regarder aussi quelques publicités après, effectivement, ça peut être intéressant. On se regarde celui-là, il est long, non, 20 minutes. Allez, vas-y, je te laisse faire. Surtout ne tombe pas dans l'autre et n'oublie pas que t'as encore un petit peu vampire quelque part. Pardon, je m'épose. Celui-là a l'air un peu moins intéressant parce que là, c'est vraiment. Oh, j'adore ce jeu. Parce que c'est vraiment le délire, le business du jeu vidéo. Donc je pense que. Et voilà, encore un stream où Karim ne jouera pas, je suis désolé. Mais c'est pas. Je suis dans le thème du jeu vidéo quand même. Ça me va. Je suis pas en train de parler de tout et de n'importe quoi, de machin. Là, je suis focus. Et j'aimerais bien qu'on parle. En vrai, c'est cool qu'on parle pas mal de cinéma en ce moment. Et je pense que la chaîne, cette chaîne Twitch va un peu plus se diriger vers ça. Mais c'est vrai que je suis aussi. Moi, j'adore les jeux vidéo, quoi. Je suis vraiment fan de jeux vidéo. Et les prétextes comme ça pour discuter en plus de jeux vidéo rétro, parce que c'est vraiment. Pour le coup, j'étais un vrai gamer. Hein. Les gens pensent que je suis surtout un cinéphile, machin et tout, qui s'intéresse un peu aux jeux vidéo. Mais moi, j'étais un gamer de ouf. Hein. Moi, j'ai commencé le jeu vidéo avec une Atari 7800. Genre, je jouais aux jeux de Atari 2600 à l'époque. J'ai eu la Master System, la Master System 2 à l'époque. J'ai eu la Super NES. J'ai passé des heures et des heures à jouer à ça. Donc, moi, ça m'intéresse de ouf, genre, de parler de jeux vidéo. Diriger un vampire dans des souterrains maléfiques. Et puis là, on a le recul. Ou lutter contre des monstres. Je ferme ma gueule. Juste pour dire, maintenant on a le recul de vraiment discuter de cette époque-là. C'était passionnant ce qui se passait dans le monde du jeu vidéo à cette époque-là. Même là, à la fin des années 90, je trouve que c'était hyper intéressant. Monstre suceur d'âme, la routine pour ces adolescents. Donc là, fais attention à ta roue, les vampires. Voilà, maintenant, Le son est fort, pardon. Nous excusez-moi, sommes je le baisse. mercredi Je le après-midi baisse. dans un magasin de jeux vidéo de la région parisienne. Ces adolescents sont venus tester un nouveau jeu c'est mieux. d'aventure qui vient de sortir. Le vendeur est là pour leur en expliquer toutes les subtilités. avec triangle, tu peux l'emballer, c'est une arme très très puissante. Je peux baisser encore hein, si vous avez. Le public est conquis d'avance. Depuis quelques années, le jeu vidéo est devenu l'un des principaux loisirs des enfants, des adolescents et même de certains adultes. Il arrive quand même que je joue par jour des 2 heures, 2-3 heures. Par jour. Par jour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Une heure, une bonne heure. Disons à peu près 3 heures, 3 à 4 heures. 5-6 heures quand même. Mais après, voilà, c'est ta passion. Moi, c'est un peu des questions absurdes de combien les temps. Je sais que ils essaient de prendre ça comme une espèce de baromètre du nombre d'heures jouées. Moi, je vous ai dit, il y a une époque, je regardais 6 films par jour. Donc, et jamais personne ne m'a fait le reproche de t'as un problème avec ta consommation de long métrage, quoi. Au contraire, on dirait, ah, t'es un vrai cinéphile. Bah, j'étais étudiant en cinéma aussi. Mais on va te dire, oh ouais, non, t'es un vrai cinéphile, etc., quoi. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur de dire combien de temps tu joues. À un certain moment, ça devient. Ça peut devenir dangereux quand c'est. Moi, quand tu rentres en fac de cinéma, j'ai fait très peu de fac de cinéma. J'ai fait 2 semaines. Sinon, j'ai fait un BTS. Mais en fac de cinéma, les profs, le premier truc qu'ils disent, c'est vous regardez minimum 2 films par jour. Alors, vous êtes étudiant en cinéma, vous allez en faire votre métier, vous regardez au minimum 2 films par jour. Et ça me paraît logique, en fait, si tu as envie d'en faire un petit peu d'espèce. Donc, le mec, si sa passion, c'est vraiment le jeu vidéo, qu'il a envie de s'intéresser au truc, je trouve pas ça ouf de passer 2-3 heures à jouer à des jeux vidéo par jour. Bon, moi, je dirais la moyenne, ça peut aller 8 heures, 9 heures. De jeu par jour. De jeu par jour. Ouais. Bon, là, mais voilà, mais ça dépend. Qu'est-ce que ce mec-là veut faire de sa vie finalement Je sais pas, moi si c'est vraiment ça, c'est ça son taf du coup, parce que s'il passe 8 heures par jour à jouer à des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il fait pas de trucs à côté, ou alors son taf a un rapport avec les jeux vidéo. Je sais pas, je sais pas. Moi je pense que ça devient un problème quand ça empiète sur ta santé mentale, tes relations sociales, etc. Mais ça c'est la même chose de tout. Mais en soi, Si le jeu vidéo les captive autant, c'est qu'il a fait des progrès fulgurants. Souvenez-vous, c'était en 1975 l'apparition du jeu Pong, l'ancêtre de tous les jeux vidéo. La balle est carrée, les raquettes sont un peu sommaires et on joue au ralenti. Mais c'est une révolution, c'est la première fois qu'on peut jouer chez soi à un jeu vidéo. Années 80, effets sonores plus sophistiqués et arrivée de la couleur. C'est Pac-Man, la petite Putain, boule en jaune ce moment- qui mange des points lumineux en évitant des fantômes. je fais une pause aparté qui a rien à voir, mais je rejoue à un jeu que j'ai adoré quand il est sorti. C'est un Pac-Man, c'est le DX.
Vous avez joué à Pac-Man DX ou pas? Parce que ça, j'y jouais beaucoup sur Xbox quand il est sorti, je crois que c'était genre en début des années 2010, un truc comme ça, quoi. Mais je l'ai redécouvert, enfin j'y rejoue là, et c'est une tuerie. C'est genre c'est le meilleur Pac-Man depuis Miss Pac-Man, quoi. Genre c'est trop bien. Si vous avez jamais joué à DX, c'est en voix, c'est un truc de malade. Le jeu est complètement fou. C'est aussi l'arrivée des Je jeux streamerai de peut-être un combat de ces quatre. anti-aériens et les premières courses automobiles. C'était la préhistoire. Aujourd'hui, voici à quoi ressemble un jeu de course. Bruitage, C'est quoi, c'est Gran Turismo musique, 2? vitesse, tout y est. On a vraiment l'impression d'être au volant. Les jeux d'aventure, eux, ressemblent de plus en plus à des dessins animés. Aujourd'hui, la création de jeux Non. vidéo En a l'occurrence, dépassé non. le stade artisanal. C'est devenu une industrie. Nous sommes à Bordeaux. Nicolas Gaume est un créateur de jeux vidéo qui a fondé son entreprise. À 28 ans, il est déjà PDG, mais il continue de se déplacer en bus. C'est vrai que quand on crée une boîte, on s'endette pas mal, donc je me suis pas mal endetté pour mettre de l'argent dans ma société. J'ai pas réfléchi à passer de l'argent pour acheter des voitures, des choses comme ça. Pas de voiture donc, mais une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Créé il y a 4 ans, Moi, j'ai pas de bagnole. emploie aujourd'hui 200 personnes, 2 fois plus que l'année dernière. Moyenne d'âge 28 ans, comme le patron. Alors ici, pas de formalisme excessif. Le short et les rollers remplacent le costume cravate. Ah, ils sont en mode Silicon Valley, c'est en Callisto, ouais. Il y a beaucoup qui viennent en roller, comme ça, le matin. Beaucoup qui viennent en roller le matin, même qui circulent dans les bureaux en roller. Ça fait partie de l'image de l'entreprise. Alors, c'est pas une question d'image, c'est que ça permet d'aller plus vite. J'ai une réponse très pertinente. Depuis la création de son entreprise, Nicolas Gaume a sorti 4 jeux. Le premier, c'est celui-ci, Dark Earth. 500 000 exemplaires vendus dans le monde. Jamais joué. Le jeu a Jamais été joué à ça. remarqué par Ridley Scott, le réalisateur de Blade Runner, qui en a racheté les droits pour en faire une série télé. Des C'est pas vrai. créatures imaginaires et des mondes surnaturels. Ça, c'est sorti, ça? C'est ça qui fait la réputation de Callisto. Je parlais plutôt de la Et ce sont ces jeunes gens bien sages qui leur donnent naissance. Bon, Autour de cette table, ils Ran. inventent les Il y univers avait un poster de Ran. fantastiques qui serviront de décor au prochain jeu. Là, ils viennent de créer une peuplade, les Fomorians. À nos différents héros. Ils sont là, les Fomorians, nos Fomorians. Donc, les Fomorians, c'est un nom qui vient de la mythologie celte. Et lorsqu'on travaille, bien sûr, on crée pas ex nihilo. Ah, j'ai pas vu Dream9, j'ai pas vu. Il y avait des nichons en 3D, j'ai pas vu, putain. Littérature fantastique, souvent. Je suis désolé, je m'attendais pas à avoir à censurer des trucs sur un truc qui est passé à la télé en 99. Qui habitait l'Irlande. Enfin, c'est un peu après ça, les je pense. humains, Quelle année? et qui Non, était un 99. peuple réputé dangereux, maléfique, mystérieux. ici, c'est Sur les bureaux, des dizaines d'ouvrages, des livres d'histoire, des atlas géographiques et des encyclopédies. Au mur, d'étranges cartes géographiques. Ici, tout est recyclé dans les jeux, même l'actualité. Il y a des traces de l'actualité, il y a des réfugiés d'un pays en guerre, il y a des gens qui essayent... Après, on parle du pouvoir en général, donc il y a des gens qui vont essayer de prendre le pouvoir. Ça peut arriver. bon, c'est sympa, ça veut dire que Nous en sommes à la toute première étape de création. Entre ces dessins et la sortie du jeu, il peut s'écouler 2 ans. Mais déjà, la petite équipe espère bien que ce jeu aura autant de succès que la dernière production de Callisto, Nightmare Creatures. Ça, évidemment, c'est les pour ça qu'ils sont créatures très de connus. cauchemar. Alors moi, j'en ai des bons L'action se passe à souvenirs Londres des au début Nightmare du Creatures, siècle. après, Votre mission, ça a peut-être vieilli. Débiter en tranches le plus de monstres possible. Ce jeu est sorti en 1998. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, Callisto travaille sur la suite qui doit sortir l'année prochaine. Au programme, toujours des combats et bien sûr, plein de nouveaux monstres. Ça, c'est qui, par exemple? Ça, c'est ce qu'on appelle un fœtus monstre sbire. C'est un nom un peu bizarre, mais des fois on donne des noms un peu spéciaux à nos monstres. C'est cool d'aller voir des En boîtes fait, à la françaises en base, plus, c'est- de les c'est interviewer et à tout. la fois une espèce de truc bizarre qui est formé de tentacules et qui, en fait, se réveille quand le joueur arrive et clôt comme une espèce de fleur. 1 million pour l'époque, Et c'est énorme, oui, se c'est beaucoup. enfonce sur le joueur. C'est beaucoup. Fœtus monstre sbire, zombie labat ou encore l'Angil. En tout, Pascal a dessiné une vingtaine de monstres, tous plus effrayants les uns que les autres. Le Lopoli de ouf. Il réalise les premiers croquis des personnages sur ce grand cahier et les reproduit ensuite en 3 dimensions sur son écran d'ordinateur. Une espèce de grenouille un peu en forme. Ouais, vu de haut, on dirait un peu une grenouille, mais c'est un peu plus méchant qu'une grenouille quand même. Pendant que Pascal donne vie à ces monstres, Moby, le musicien, leur donne une voix. Trop Il cool! réalise toute la bande son Trop du jeu, cool! la musique et les bruitages.
Qu'est-ce qu'il faut pour savoir bien faire comme ça du bruitage pour les jeux vidéo? C'est quoi le truc? Faut pas avoir peur de tout exagérer. Faut mettre le paquet. Quand un monstre crie, faut qu'il hurle, faut pas qu'il crie. Quand une tête se fait couper, faut pas que ça fasse fouc, faut que ça fasse fouc. Bien sûr. Faut tout exagérer, tout. C'est un peu comme dans du cartoon en fait. Démonstration avec la bande-annonce du jeu. Alors, la représentation symbolique, quoi, parce que t'es dans du low poly, donc il faut qu'on comprenne très vite ce que tu fais. Là, c'est décapitation. Puis après, là, le mec, il finit à la hache, le monstre, et ça le fait. C'est cool. Surtout pas de finesse et de délicatesse. Non, surtout pas. Oh non, 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 pas de finesse, pas de délicatesse, j'aime beaucoup ça. Il a l'air cool, lui. Voilà donc à quoi ressemblera le jeu quand il sera terminé. Pour obtenir ce résultat, il aura fallu 1 an et demi de travail et une équipe de 30 personnes à temps plein. Fabriquer un jeu comme celui-ci coûte environ 15 millions de francs. C'est en France le budget d'un petit film de cinéma. L'investissement est lourd, mais si le jeu marche, petit film, hein. pourrait décrocher le jackpot. Au volant de cette Ferrari, Jason Robin, un créateur de jeux vidéo. Il a 28 ans, le même âge et que il a le la PDG classe. de Callisto, mais lui n'aime pas se déplacer en bus. Ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir une Ferrari. J'adore les Ferrari. J'ai eu de bonnes années avec ma société, alors j'ai pu réaliser mon rêve. C'est bien. Et c'est grâce à Crash Bandicoot, cette Fais-toi Ferrari. plaisir. Crash Bandicoot, oui, c'est la Ferrari de Crash Bandicoot. Ça, je me l'imaginais pas comme ça. J'avais jamais vu C'est le nom ce mec. de ce petit animal orange inventé par Jason Robin. C'est un héros de jeu vidéo. Ici, pas de combat contre des monstres sanguinaires. Crash a une mission plus pacifique. Je préfère le mec de collecter Callisto. le Il plus m'avait l'air plus sympathique dans le pour bus. ça, il doit sauter par-dessus des crevasses, Ah, c'était éviter tellement des bien, pingouins putain, par mal contre, Crash intentionnés ou échapper à Faut que des je boules fasse de les neige remakes, je géantes. les ai pas encore fait. Ces jeux Il y a une vidéo ont fait super le sur tour YouTube du monde qui... en 4 Ah, putain, ans. faudrait que Ce je la petit retrouve. personnage Qui a vous fait la expliquera fortune pourquoi de c'est son génial Crash créateur. Bandicoot. C'est génial Crash Bandicoot. Oubliez l'époque où Jason bricolait ses jeux chez lui. Aujourd'hui, il a installé ses bureaux à Santa Monica, la banlieue chic de Los Angeles, à quelques centaines de mètres de la plage. Santa Monica Boulevard. Je suis déjà allé là-bas. Vous me dites juste un truc que je voulais dire. Dream9, tu me dis Karim fait les remakes de Spyro. J'ai trop envie de faire les remakes de Spyro. En fait, j'ai testé vite fait les remakes de Spyro et je trouve qu'ils sont magnifiques. Voilà. Je sais pas, peut-être ça sera l'occasion de peut-être d'y jouer un petit peu. Déjà, Spyro, c'est des jeux que je trouve les originaux que je trouvais excellents. Mais je pense que c'est peut-être pas qualité Mario 64, mais je pense que sur PlayStation, en platformer 3D, c'est peut-être le meilleur, je trouve. Le Spyro. C'est à des années-lumière, par exemple, de Croc, pour les gens qui se souviennent de Croc. Déjà, à l'époque, je trouvais ça complètement ouf et génial. Et les remakes, je les ai testés, j'ai fait ça, voilà, ça c'est un remake, ça vaut le coup. Genre, ça vaut le coup, même quand t'as fait les originaux, de faire le remake. Donc oui, je sais qu'il faut que je les fasse, je les ai testés, ça a l'air d'être des jeux fantastiques. Dans son bureau, accroché au mur, ses trophées. Donc Santa Monica à Los Angeles, c'est la plage des riches. Parce que tu as deux plages l'une à côté de l'autre. Tu as Venice Beach, qui est la plage un peu hippie, un peu... c'est là que vous voyez le cliché des mecs qui font de la muscu sur la plage, c'est Venice Beach. Et à côté, tu as Santa Monica, qui est plus la plage des bourgeois. C'est aussi la fin de la route 66. Parce que tu prends la route 66 qui doit partir de Chicago, et c'est la jetée de Santa Monica, c'est la fin de la route 66. Et il y a aussi très célèbre un parc d'attractions. Comme un chanteur vedette. Et un restaurant Booba Gump, dans lequel on est allé avec Seb. Jason accumule les disques d'or. Ces jeux sont devenus des best-sellers dans le monde entier. Sur l'autre mur, il y a les récompenses dont on est le plus fier. Ce sont ces 2 disques d'or qu'on a obtenus pour les 500 000 exemplaires vendus au Japon de Crash 1 et Crash 2. Le disque de platine, c'est quand on en vend 1 million. Aucun créateur étranger ne l'avait obtenu, et nous on a réussi. Lui, il est vraiment Los Angeles sur 20, lui. On était devant toute lui, il est l'industrie Bel Air, japonaise, et on a il est dit, Beverly voilà, Hills. on a vendu 1 million d'unités. Mais on n'a pas encore reçu le cadre. Je l'ai tenu quelques minutes. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est certainement notre plus belle réussite. Et cette reconnaissance internationale, Jason l'a obtenue avec seulement 3 jeux et toujours le même personnage. Au total, il en a vendu 15 millions d'exemplaires. Oh putain, et vous avez gagné combien de dollars? Beaucoup.
Beaucoup, mais je ne peux pas vous donner le chiffre exact. On en a gagné beaucoup. Des millions de dollars? Des millions de dollars. Eh oui, des millions de dollars. En 15 réalité, millions de jeux. Jason Robin et sa société Naughty Tu vends 15 millions de n'importe quoi, de toute façon, Dog ça touchent marche bien entre pour toi. 30 et 60 francs sur chaque jeu vendu dans le monde. En 4 ans, on peut estimer Ah qu'à oui. titre personnel, Jason a empoché environ 300 millions de francs. Mais cette fortune ne doit rien au hasard. Au bout de ce couloir, la salle des programmeurs. Des gens exploités. À fond de Ce ce sont couloir. ces informaticiens Des gens qui permettent crunchent. à Crash de se déplacer dans les décors. Crunch Bandicoot. Jason s'est entouré d'une toute Non, petite ça j'en sais rien. équipe Je de sais pas du seulement tout s'ils 20 étaient en galère ou personnes. s'ils... Peut-être que Ils pas du ne tout. font qu'un jeu à la fois, mais ce sont tous des maniaques du détail. Si vous n'avez pas l'impression d'être dans cet univers, vous ne trouverez pas le jeu intéressant et vous ne vous y plongerez pas. Si vous êtes à un moment où il y a de la neige et que vous voyez de la neige sur les crêtes, c'est un premier pas. Si vous voyez une plaque de glace, vous commencez à sentir le froid. Et si, quand vous êtes au volant, il commence à neiger, vous commencez vraiment à vous sentir en hiver. On a rejoué un petit peu il y a pas longtemps à Crash Team Racing. C'est vrai que c'est un Et quand fantastique en jeu. plus l'ingénieur du son rajoute le bruit du vent et le bruit des pneus qui crissent sur la neige, ça ressemble de plus en plus à l'hiver. Tout devient crédible et vous vous dites oui, je suis en plein hiver et je conduis une voiture, alors qu'en fait vous êtes en train de faire bouger 3 polygones avec votre manette. En réalité, il ne neige pas dans l'ordinateur, il n'y a pas de glace, mais vous commencez vraiment à sentir qu'il fait froid. Jason a le sens du détail, mais aussi des affaires. Comme les filles apprécient peu les jeux vidéo, il a eu une idée pour les séduire. Il a créé Coco Bandicoot, la sœur de Crash. Bien sûr. Par exemple, Personnage au Japon, très cool, par Crash ailleurs. Bandicoot, et plus particulièrement Coco Bandicoot, est très populaire auprès des filles de 14 à 24 ans. La moitié des ventes de Crash 2 s'est faite auprès des filles. C'est un jeu qui est très joué par les femmes. Ça a dopé nos ventes. Je savais pas. ça. Créer un Bandicoot femelle pour que les filles achètent le jeu, il fallait y penser. C'est aussi grâce à ce genre de petits détails marketing Quelle idée que les jeux Ouah. de Jason se vendent dans le monde entier. C'est un génie. À Noël, cette année encore, le 4e épisode de Crash Bandicoot devrait prendre la tête des jeux vidéo les plus vendus dans le monde. Ah, c'est un fantastique jeu après. Pour le coup, c'est vraiment un peu. C'est ce qui se fait de mieux avec Mario Kart Retour en termes France, de nous jeux de sommes course. dans un centre commercial de la région parisienne. Albert Loridan ouvre un nouveau magasin tous les 15 jours. Il dirige une chaîne qui ne vend que des jeux vidéo. Et ce qu'il recherche, ce sont justement des best-sellers comme Crash Bandicoot. Car sur les 400 titres que propose cette boutique, une dizaine seulement vont vraiment se vendre. Cela s'appelle le top 10. D'accord. On aborde la période de fin d'année, la période de Noël. Les 10 titres là vont représenter probablement 80% des ventes. Donc pour nous, ce qui est Ah ouais, extrêmement à ce important, point. je vous dis, c'est d'identifier ces 10 titres qui vont faire l'essentiel des ventes. Albert Loridan Mais n'a après, pas c'est le c'est droit à des... Pardon, je m'épose. Mais c'est des... du coup, c'est des serpents. Enfin, c'est des boucles infinies, quoi. Parce que si tu les mets en avant, ils se vendent plus. Et du coup, ça. Ouais, d'accord. l'erreur. C'est pas- Pour identifier les futurs succès, il envoie ses collaborateurs tester les jeux avant leur sortie. Et c'est à Londres que ça se passe. Chaque année ici en septembre, Très bon choix de musique, se tient mais le qui salon va se européen faire du striker. jeu Ouais, vidéo. ouais. C'est le dernier rendez-vous qui passe les commandes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi j'étais à l'époque un rat de magasin de jeux vidéo. Je faisais ça très régulièrement. C'est comme j'avais sympathisé avec des vendeurs, notamment du Score Games, de Boulogne-Billancourt. À l'époque, c'était fou. Il y avait combien à Boulogne, la ville où j'ai grandi? Il y avait peut-être, comment dire, meilleur tech anti-strike. Ouais, c'est de chanter mal par-dessus la même chanson, mais avec des fausses notes. Il y avait genre au moins 4 magasins de jeux vidéo dans une seule ville. C'était un truc de malade. Tu avais le choix. Alors, je sais plus les marques, les magasins en question. Je sais que le Score Game, c'était peut-être un des plus connus, mais il y en avait plein d'autres. Hein. Il y avait il y avait pas de Micromania. Je crois qu'il y avait un Maxi Game. Je suis plus sûr, mais je crois qu'il y avait un Maxi Game. T'as grandi avec L.I.M. au Pont de Sèvres. Tu connais L.I.M.? L.I.M., sa maman était très amie avec ma maman, donc je connais L.I.M. aussi. Mais oui, j'ai grandi là. Et du coup, il y avait des magasins de jeux vidéo partout. Et moi, alors il y a prescription, je séchais volontiers les cours pour aller squatter le Score. Et comme les vendeurs étaient mes potes, ils me laissaient jouer aux jeux vidéo derrière le comptoir en scred. Je n'achetais rien parce que j'avais pas de thunes, mais ils étaient sympas et j'étais sympa avec eux. Et du coup, ils me laissaient jouer à des jeux vidéo. C'est comme ça que j'ai pu jouer genre à Metal Gear Solid 1. La première fois que j'y ai joué, j'avais pas du tout le jeu parce qu'il coûtait trop cher.
quand il est sorti neuf. Je me souviens que on a essayé de me refourguer un Tenchu d'occasion en me disant t'inquiète pas, c'est le même jeu, c'est pareil. Pas à Boulogne justement, pas avec des vendeurs que je connais. Mais je sais que j'ai dit ouais, Metal Gear, j'ai trop envie de jouer à Metal Gear. On me fait ouais, ça coûte tant. Je fais bon bah j'ai pas. Ah ouais, mais on a un jeu, c'est pareil, ça s'appelle Tenchu et il était d'occasion, du coup il coûtait vachement moins cher. J'ai dit mais non, ça a vraiment, en fait ça a pas l'air d'être le même jeu. Est-ce que c'est très bien Tenchu. Est-ce que je peux vraiment juste jouer à... Et du coup le Score Games m'a laissé non, c'était pas le Score Games qui m'a laissé jouer à Metal Gear, c'était un autre magasin, je sais plus. Mais je sais que Metal Gear Solid, genre j'ai joué des heures squatté comme ça et puis il y avait des bandes de démos et il y avait les consoles derrière le comptoir, il me laissait jouer. Je suis vraiment un rat des magasins de jeux vidéo de l'époque. Il est là pour faire le tri parmi tous les jeux présentés. Le salon, il le fait au pas de course. C'est du sport. C'était peut-être le Dog Games. Je sais plus. Chaque année. Du cours d'aérobic made in Japan avec plancher de danse électronique à la toute dernière simulation de course en Formule 1. Et la médiathèque aussi, j'y squattais pas mal. Tout est bon pour se faire remarquer. Des héros de jeux vidéo en chair et en nylon, des animations folkloriques sur les stands. Les éditeurs ne reculent devant aucun sacrifice pour attirer les acheteurs. Ah, qu'est-ce que c'est racoleur, putain. Jean Vincent ne se laisse pas déconcentrer, il sait qu'il doit repérer les hits de Noël. Premier rendez-vous sur le stand d'un éditeur français. Non, on va laisser... Et qui est-ce qui aime bien Rayman 2 Ah ouais, mais si tu veux l'essayer, sont déjà... Jean ne vient jamais seul, il est accompagné d'une équipe de testeurs. Moi je joue 1 minute, 2 minutes, ça me donne une impression si le jeu plaît comme ça. Mais j'ai pas suffisamment la fibre de joueur pour bien sûr que non. Juger de l'intérêt d'un jeu sur la longueur. Donc alors, en fait vous faites jouer des gens, vous amenez avec vous des testeurs. Des fanas. Ce sont des responsables de magasins et ces gens-là sont avant tout des joueurs. Donc, ce sont des gens qui sont piqués de jeu. Et chacun a sa spécialité. Pour les jeux ce jeu est fantastique par contre, Rayman. Qui s'y colle. Pour la course automobile, c'est au tour de Grégory. Le créateur de ce jeu est enthousiaste. Il essaie de convaincre Jean Vincent des qualités de son produit. Là, on a le sentiment vraiment d'être dans la réalité, quoi. Contrairement aux jeux à d'autres types de jeux, quoi. Nous, on a tout misé là-dessus, donc c'est normal. Hein, En effet, le jeu est très bien fait. Et c'est de vulgariser pour pouvoir le vendre. Regardez le nom des pilotes, ce sont de parfaits inconnus. L'éditeur n'a pas acheté la licence qui lui permet d'utiliser c'était drôle à les l'époque, ça. Les jeux de foot, c'était extrêmement drôle. On ne court pas avec Alesi ou Schumacher, mais avec Filden ou Schmidtke. Zidoun passe à Djorkaeff. Ah, merci Panda pour le raid. Je t'embrasse très fort, j'espère que tu vas bien. Panda, avec qui j'ai bu un coup hier. J'espère que tu vas bien, c'est la forme. Et salut à tous, bienvenue les gens de chez Panda. J'espère que vous allez bien aussi. On est en train de regarder des vieilles vidéos avec des vieux jeux vidéo dedans. Dans ses commandes. Le même jeu, il y aurait eu les noms des joueurs, vous en auriez commandé 2 fois plus. C'est aussi caricatural que ça. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, certainement. Le public veut jouer avec des noms de champions connus. Jean Vincent et ses 10 testeurs se rendent sur un autre stand. Ils veulent cette fois... Il y avait dans nombre de jeux de foot notamment la possibilité de renommer les joueurs avec lesquels tu jouais pour du coup leur donner les vrais noms. Mais moi je me souviens, moi j'étais un grand... Mon jeu de sport... Enfin, mon jeu de foot préféré de très loin. Salut à tous les amis, je vous embrasse très fort. Vous me dites tous bonjour qui venez de chez Panda. Je vous embrasse très fort et Panda, je te fais des gros bisous. Et alors, du coup, ouais, ce que je disais, c'est à l'époque, mon jeu préféré, et je pense que même aujourd'hui, j'ai jamais joué à un jeu de sport qui m'a autant fait passer de temps. C'est ISS Pro Evolution 2. Non. Si. Je crois que c'est celui, c'est pas PES, c'était pas encore PES, c'est le deuxième sur PlayStation 1 de KCO, j'ai plus de Konami. ISS Pro Evolution, le 2, celui-là, là, il était incroyable. Tu vois, c'était avec mon oncle, j'y jouais de ouf. Et évidemment, et les noms, c'était pas les vrais. T'avais des Djorkaeff et des Zidoun, machin, etc. Ça, c'était incroyable. Ça, je referais volontiers une partie de ISS Pro Evolution. ISS Pro Evolution 2, je crois que c'est ça. J'adorais ça. Vraiment, je kiffais de ouf. Mais effectivement, à cette époque-là, tu devais payer les licences en fait pour avoir le droit de mettre les noms. C'est toujours le cas, j'imagine. Pour avoir le droit de mettre les noms des joueurs et des jeux préféraient en fait investir leur argent dans la qualité du jeu. Mais n'en déplaise à Jean-Michel Cravate Rouge qui du coup achète les jeux moins chers. Un jeu de foot. Ah bah tiens. Faute dans les 25 mètres là. Ils sont comme ça les Anglais. Hein. Dans sa version originale, ce jeu s'appelle Michael Owens 2000.
Bon, en fait, ça va arriver en France, ça va s'appeler Téléfoot Manager, parce que la licence, bien sûr, et Michael Owen, c'est pas connu en France, donc Téléfoot, c'est plus vendeur. Ici, vous pouvez jouer avec les vrais footballeurs de l'équipe Voilà. de France. Alors c'est lequel Il n'y a celui-là du pas coup que comme des jeu? noms. Les créateurs ont même tenté de reproduire leur visage. Le joueur en vert, C'est Téléfoot Barthez. Manager. C'est ça qu'il a dit, j'ai pas entendu en fait. assez pour que le jeu se vende. Mais c'est normal parce que du coup t'as investi masse de thunes juste pour le... Graphiquement, c'est dur de faire le même visage pile, mais au moins Pour la ils ont licence. le même gabarit, ils ont la même couleur de peau, la même coupe de cheveux à peu près. Pour Grégory, apparemment, le test est concluant. Ce jeu devrait bien se vendre. Oh là là, c'est tellement triste. Oh non, il marquait un but tout seul. Alors qu'il a vraiment... Il a l'air mou de Les ouf. tests vont durer 3 jours. Les jeux sélectionnés à Londres par Jean Vincent arriveront en France sur les présentoirs des magasins dès novembre. C'est à cette période de Noël que Micromania réalise un tiers de son chiffre d'affaires. Ah oui, bah tu m'étonnes. Sur chaque jeu vendu entre 350 Et voilà, ça et c'était 400 ce genre de mec, Albert c'était un peu moi. touche environ 100 À jouer à des jeux Un sur des commerce très bornes. rentable, et en plus, il a eu une autre idée. Là, où est-ce qu'on va alors? On va à CA, rien à voir. On va acheter des fringues pas chères. C'est l'endroit où on revend les jeux qu'on a repris chez Micromania. Je vais vous montrer, c'est différent. Comme les jeux neufs sont chers, Albert Loridan a développé un marché de l'occasion. Il rachète des jeux déjà utilisés et les revend une nouvelle fois dans ce magasin. Il y a beaucoup d'échanges de jeux, ils ramènent, ils rachètent, il y a Oui, tout un c'est-à-dire- second marché du jeu. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant ça se passait dans les cours d'école. Maintenant, si vous voulez, c'est... Maintenant on fait de l'argent avec. organisé. Et grâce à ça, je ne prends plus le bus. Mais ici, on n'est pas dans la cour de récré. Albert Loridan encaisse à chaque fois un bénéfice. Le Voilà. filon semble inépuisable. Combien de jeux vendus neufs reviennent sur le marché de l'occasion? Alors, si vous voulez, pour 1000... Attendez, on me dit un truc. T'as pas connu les mammouths, Karim? Non, là, je suis quand même trop jeune pour les mammouths. Avec des c'est génial ce que tu dis, avec des rayons entiers de jeux vidéo jouables sur toutes les consoles et à l'écart du reste du magasin pour être tranquille. J'étais trop petit en fait au moment des mammouths. Non, je connaissais pas. Mais même dans les Auchan, à l'époque ou dans les Champions, ce genre de truc, il y avait déjà des bornes. Moi, je me souviens que Sonic 2 ou genre Le Roi Lion, j'y ai joué surtout sur une borne dans un supermarché, même pas dans un magasin spécialisé. 1000 jeux vendus, vous êtes probablement surpris par ce chiffre, pour 1000 jeux vendus, on peut considérer qu'il y a 500 jeux qui reviennent. 1 sur 2. 1 sur 2. Et un jeu peut être vendu 4-5 fois en fait. Le Tout à même fait, jeu peut être tout à vendu fait. 4-5 fois. Il commencera à se vendre à 250 francs d'occasion, 279 francs, et il finira, si vous voulez, à 40 francs, 50 francs. À chaque revente, le prix baisse. Dans cette industrie, tout se démode très vite. Il faut 1 an et demi pour produire un jeu vidéo. Mais 1 an après sa sortie, il a déjà perdu la moitié de sa valeur. Daytona. Il était super le Daytona. Ah, c'est cool, putain, c'est cool. Ah, je suis très content. Encore merci à Vintage Retroplay. N'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne. C'est vraiment cool de réuploader des trucs comme ça. Ah, c'est top. Je suis très satisfait de voir ces trucs-là. Alors attendez, on peut regarder, genre là, ça fait combien? Ça fait 1h49 et il est 13h18. Donc on a encore, allez, on se donne une petite demi-heure encore pour continuer un petit peu. Et puis dans une petite demi-heure, on coupe tout ça. Est-ce qu'on se met genre des pubs? Level 1 avec le maillon faible, ok. Est-ce qu'on se donne genre des pubs, si je tape pub jeux vidéo ou pub... Alors j'en ai déjà vu plein parce qu'on a fait pas mal d'épisodes sur ces sujets-là, voilà, sur Joueurs du Grenier évidemment, ça, j'ai participé à l'écriture de ces émissions-là évidemment, et par conséquent j'en ai déjà vu beaucoup, mais si je fais pub jeux vidéo rétro éventuellement, non, ça nous donne une occasion de discuter des voilà, compilations, pub rétro gaming, ça peut être sympa. Cosplayer, donc c'est la chaîne sur laquelle on clique. Gros bisous à eux. Ah non, c'est des trucs INA. Est-ce que j'ai le droit de le faire ça? Je suis pas sûr. Hein. Je crois que INA, il faut attendre. T'as de 1970 à 2000. Epic Teaching of History. Est-ce que c'est pas plus mal? C'est bien ça, non? Attendez. Hey, salut à tous, ici Leslie. Ah non, il y a une voix. Mais je ne vous en dis pas Non, d'accord, ouais. C'est un YouTube. C'est pas contre toi, je suis vraiment désolé, Epic Teaching of History. C'est juste que je voulais juste des compilations de pubs. 42 publicités en français de jeux Super Nintendo. Vas-y, allez, c'est bien, parce qu'en plus c'est la Super Nintendo, donc ça resserre un peu le truc sur la console qui est probablement ma console préférée de tous les temps.
Alors attendez, je fais quand même une dédicace à la personne qui nous a fait. Donc c'est Rétrojeu, la chaîne. Putain, je suis devant comme un connard. Attendez. Pause. On va regarder ça, mais c'est juste j'ai envie de. Je fais de la pub. Je cache ma gueule. Voilà, c'est la chaîne Rétrojeu sur YouTube qui a uploadé ça. Une vidéo qui s'appelle 42 publicités en français de jeux Super Nintendo des années 90. Voici une petite compilation de publicités Super Nintendo d'époque des années donc de 92 à 96 concernant la console et les jeux Super Nintendo. C'est très bien, c'est une console que je connais très bien, que j'ai eue et à laquelle que j'ai saigné ma race. C'est sûrement ma console de jeux vidéo préférée, la Super Nintendo. Ça va me permettre d'en discuter un petit peu. Cela vous redonnera envie de jouer à certains de ces jeux comme Zelda, Mario, Metroid. Bonne vidéo les amis. Voilà, il donne son Facebook et tout. N'hésitez pas à aller le checker, à vous abonner à sa chaîne. Gros bisous à toi, Rétrojeu. Merci pour le travail de réupload que tu as fait. Voilà, c'est cool. Hop. Restez calme. Concentrez-vous sur l'écran. Le futur nous attend. Voilà, Je vous augmente un peu le son. Vous me dites si c'est trop fort, pas assez et tout. Ah, salut Rufio, j'espère que tu vas bien. Lis le message de Risotto. Ah oui, mais attends, ça défile vite, les gars. Attendez. Je mets pause avant de... Alors, il se passe des trucs de ouf. Il se passe des trucs de ouf. Y a Vous me dites quelque chose d'important ? C'est un peu fort, je vais baisser. Voilà, un poil fort, voilà, ça sera mieux. Alors, vous me dites, attendez, il y a un message important que j'ai raté, c'est ça ? Attendez, je vais faire juste une pause avant de continuer sur ça, juste pour remercier, parce qu'il y a eu pas mal de subs quand même, et donc je suis un connard si je remercie pas, et ensuite on se fait cette petite vidéo ensemble. Et peut-être, là j'en vois une sur Sega aussi à côté, qui peut être cool aussi. Donc merci beaucoup à tous déjà pour avoir participé à cette chaîne par le biais de subs qui font super plaisir. On a eu... Alors putain, vous avez été nombreux à sub comme d'habitude, parce que vous êtes trop mignons, et moi je suis un connard, et donc je vous le dis pas, mais merci beaucoup à tous. L'atelier, je t'ai remercié, Mélanie aussi. Jean Végéta, merci à toi pour le sub, tu me dis la pinouillère, Karim pour info. Chez les Vietnamiens, ça sera l'année du chat. D'accord, ok. Du coup, c'est moins drôle qu'en Chine, parce que avec les... attendez, là, vous m'avez compris. Je fais des phrases compliquées pour dire que je préfère lapinouillère que chatinouillère, parce que ça ne veut rien dire. Dolilol, merci à toi. Tu me dis tu es de loin le meilleur. Merci pour cette qualité. Merci infiniment à toi. THSTV, merci. Arman Smith, merci beaucoup également. The Mouille qui me dit coucou Karim. Faut que tu fasses The Messenger. Si t'aimes les vieux jeux action plateforme, je ne le connais pas, The Messenger. Je ne connais pas ce jeu. Je sais même pas ce que c'est. Mais je note, ok, c'est cool. Merci à toi, Wise Lama, pour le sub. Merci à Artix qui me dit salut Karim, je suis dentiste, mais je regarde le stream car mon patient m'a posé un lapin. Elle commence bien cette lapinouillère. Effectivement, tu es tout à fait dans le thème. C'est cool, donc je réjouis les dentistes. Voilà. Merci à toi, Artix. Gros bisous, merci infiniment pour ce sub. Merci à Paco Merel, merci à Neka Hator, merci à Comics sans MST, très bonne vanne, qui me dit coucou Karim. Merci à El Roumi, merci à Cheshire TV qui me dit oh cœur. Merci à Hydrozeus qui me dit Karim Tov. Merci à Elstoy qui me dit yo les gamers. Merci à Sweet Cara qui me dit je n'ai jamais été aussi heureux que de participer à un financement à tes lives. Et putain, c'est très gentil. À un financement et à tes lives. Donc je pense que tu as donné des thunes pour Chroma. Bah, merci beaucoup à toi. Ça fait super plaisir. Je t'embrasse très très fort, Sweet Cara. Je te fais des gros bisous. Merci à toi, Halloween2908 qui me dit parce qu'on t'aime. Merci beaucoup. Merci à Dove456. Merci à Chococo35. Merci à Tot. Merci à Intercodeur qui me dit bonne année à tous et à toutes. Tiens, ma thune. Encore désolé du retard. Ça n'arrivera plus. Ne t'excuse jamais. Et ne t'excuse jamais déjà pour quoi que ce soit envers moi. Et ne t'excuse jamais en me donnant de l'argent. Parce que ça me met mal à l'aise. Et je t'aime de tout mon cœur. Et c'est ton 3e mois de sub. Et donc tu participes de façon adorable à ces streams. Merci à toi, Boxfish. Merci à Hydralom qui me dit oh le geek. Tu te calmes, oui. Le geek, c'est celui qui arrache des têtes de poulet avec ses dents. Merci à Coucou1063, merci à Rido qui me dit bien le bonsoir, merci à Gorigots, merci à Serious Swords qui me dit hello Karim, 8 mois déjà, on voit pas le temps passer quand on regarde la qualité. Merci beaucoup à toi, ça fait effectivement 8 mois que tu es là. Merci à Zayus qui me dit bonne année Karim et le chat, bonne année à toi. Merci à Fish and Chic, merci à toi pour le Prime, merci à Esperia 3D, merci à Wind FTW00, merci à 3 chats, merci à qui me dit bisous à toi, merci à la tanière de Sully, merci à Lou Croco qui me dit 5 mois, ça passe vite en compagnie de Monsieur Debache, ça fait 5 mois que tu es sub, merci beaucoup à toi. Merci à Le Deda pour le 8e mois de sub, merci à Chonchanar, merci à Chatchips, merci à Valdil, merci à toi, merci à Nicopol22 qui me dit bonne année Karim pour un 2023 plein de live, de ton humeur et de ton énergie. Bis à toi, c'est trop mignon. Merci à Desi Stream qui me dit Wahid Jouch Kreta Harba Ramsa 6. C'est une référence. Merci. Je parle mal rebeu, je le dis tout direct. Merci à toi, Gorigots, pour les 2 subs que tu viens d'offrir à Darik JR, à Fold de LOL. Merci à LDF Corporation qui me dit plop, me revoilà. Merci à Risotto Show. Donc tu as sub, mais je crois que toi tu m'as envoyé un message qu'il faut que je lise. M'a-t-on dit dans le chat. Merci à Askant. Merci à Hackersec qui me dit une question, aucun rapport. Une future soirée en watch party de prévu. Sinon, la bise ou pas en fait. Comme tu veux, écoute la bise volontiers. Ouais, une watch party. Je sais pas sur quel film ça vous intéresserait de le faire. Si vous avez par ailleurs des propositions de films sur. Donc watch party, il faut que le film soit sur Amazon Prime.
pour qu'on puisse le regarder ensemble. C'est ce qu'on avait fait pour No Retreat, No Surrender la dernière fois. Merci à Aubergine, merci à Areiz91, merci à Damasque 0, merci à Keiso qui dit salut, bonsoir, bonjour à tous, et bonsoir à Kamel, bonsoir à toi, merci à... Bonsoir, t'es un ouf 13h24. Merci beaucoup à toi, Grim Gigi, qui me dit petit sub de soutien à un homme qui m'a régalé avec sa bande depuis l'époque Rust. Merci, ça fait longtemps. Hein. Merci beaucoup à toi. Mais tu me dis merci pour tout et que le futur soit rempli de passion. Merci beaucoup à toi, je t'embrasse très fort. Merci à Shepard, merci à Quentin44 et merci à Wolfregan. Voilà, je vous ai tous remerciés. Merci beaucoup à tous les gens, vous êtes absolument adorables. Donc, quelqu'un m'a dit quelque chose d'important, c'est ça ? Oui, sur Prime de base, pas Prime avec les abos, parce que Prime, en Watch Party, ça ne fonctionne pas, genre OCS et tout. Ça marche pas, il faut que ce soit Prime de base. Voilà. Message de Rizzo. Lina, on n'a jamais eu de problème sur le stream. D'accord. Normalement, ça passe, c'est sur YouTube et c'est Strike que c'est plus compliqué. Ok. Moi, les replays YouTube, de toute façon, pour moi, c'est complètement secondaire. En vrai, j'ai envie que ce soit des expériences de plus en plus. D'ailleurs, plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, YouTube, c'est cool qu'il y en ait, mais en vrai, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est cool comme expérience en live. Donc, on va regarder ces petites pubs. Donc, la première, déjà, elle était folle. Il se passait des trucs complètement dingos. Salut Karim, première fois que je passe en stream alors que je suis ton contenu depuis des années. Bah, bienvenue à toi, Technobouddha 666. Gros bisous. Voilà. Allez, on y va. Fantastique console qui se transforme en vaisseau spatial avec un écran dessus. Contra. Il y a du F0, il y a du tennis, il y a de Final Fight. Contra 3 encore. Rotation. Vous avez votre destin entre les mains. Dans un monde aux 32 000 couleurs. Ah, ils vendent beaucoup Contrat. Mais vous détenez l'âme absolue. Pour l'anéantir. On va mettre pause et commenter tout ce qu'on voit tellement je suis content de voir des publicités Super Nintendo, de voir des images de jeux Super Nintendo. Donc j'adore Contra 3. J'avais fait Contra 3 quasiment en entier en live, il fut un temps. C'est moi qui ai écrit d'ailleurs le jeu en vrac sur Contra 3 pour Joueurs du Grenier. Je suis très fan de Contra 3, donc je suis très content qu'ils mettent ça. Alors pour vous resituer un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas cette époque farfelue et fantastique qui était les années 90 et qui ne savent pas ce qu'était la Super Nintendo. Donc la Super Nintendo, c'est la deuxième console de Nintendo à être immensément populaire et être un blockbuster total de l'histoire de la console, après la NES évidemment, et là on est dans une période où, donc déjà vous notez quand même en constatant ces pubs là, au-delà du fait que ça parle de console de jeux vidéo, c'est une époque où le futur et les avancées technologiques, le progrès étaient plutôt désirables et moins anxiogènes en fait qu'aujourd'hui. Donc c'est des trucs que tu pouvais vendre des trucs en disant regardez c'est le futur. Parce qu'il est beaucoup plus Karim, c'est probablement une pub américaine traduite donc Contra 3, c'est assez logique. Pam pam boum boum, bien sûr. Game Boy avant la SNES, oui, de console de salon je parle, là, de la deuxième grosse console de Nintendo, sans compter, oui, parce que Game & Watch et tout après sinon. Mais donc du coup, ouais, c'était fou parce que du coup, c'était vraiment un truc où ça faisait rêver. Tu te disais, ah mais putain, dans le futur, on aura ce type de technologie là, machin, etc. Et tout était axé là-dessus. Et la Super Nintendo avait c'était aussi l'ère des gimmicks. T'avais l'impression qu'il fallait absolument vulgariser en fait les évolutions techniques des consoles qui arrivaient. Tu pouvais pas te permettre de rentrer trop dans les détails parce que ça ne parlait absolument à personne. Donc tout était fait pour simplifier en fait des techniques de création de jeux vidéo et pour les rendre accessibles et désirables au tout venant, enfin à n'importe qui. Et c'est assez amusant. Donc ils trouvaient des gimmicks comme ça. Le gros truc à l'époque, c'était évidemment les bits, pardon. Donc c'était les premières consoles 16 bits, donc c'était 2 fois plus puissant que les consoles 8 bits de l'époque. Et il y avait tout un tas de petits gimmicks qui s'ajoutaient sur la console. La Super Nintendo en fait, elle s'est beaucoup vendue sur le fait qu'elle pouvait faire du mode 7, de la rotation, etc. Il y avait tout ce genre de petits trucs qui étaient incrustés. Si vous avez vu mes lives sur Contra 3, vous savez très bien de quoi je parle. Il y a des scènes dans Contra 3 qui étaient assez révolutionnaires, où on avait la caméra au-dessus, donc en vue zénitale, et on avait tous les sprites qui faisaient des rotations. Tout ça, ça pouvait être géré, je crois, à l'intérieur de la console. Et donc c'est ça qu'ils essayaient de mettre en avant. Et c'est quand même hyper rigolo, parce qu'en soi, c'est pas des trucs si ouf. Moi j'adore la Super Nintendo et tout, mais le mode 7 et les rotations, etc., c'est très bien utilisé dans plein de jeux. Castlevania l'utilisait, je trouve, merveilleusement bien. Contra l'utilisait très bien, etc. Mais c'est de l'ordre du gimmick. C'est pas ça qui rend le jeu vraiment génial. Je veux dire, Castlevania 4, c'est génial, au-delà du fait qu'il y ait des rotations, etc. Donc c'est hyper intéressant.
Toujours important les bits aujourd'hui sur Twitch bien sûr. Et le mode 7 aussi, je suis sûr qu'on va avoir des trucs sur le mode 7, c'est obligé, ça c'est trop cool. Et cette pub là, je m'en souviens parce qu'on l'a regardé avec Fred, c'est une des pubs qu'on a regardé, je crois même qu'on en a parlé dans une des vidéos Joueurs du Grenier. Waouh, c'était fort dans mes oreilles. Ah, et ça reprend. Ah, Street 2 cette fois. Oh putain. Ça c'était révolutionnaire aussi. Hein. Street Fighter 2, le plus célèbre jeu d'arcade de tous les temps. Bien sûr. Super Nintendo. Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Et c'est vrai, tu dis, putain, c'est fort les cheats. Je sais pas si c'est fort dans vos oreilles aussi, mais il y a un truc de mix qui aurait pu être amélioré. Alors tu me dis, oui, effectivement, c'est vrai que sans mode 7, il n'y a pas de Mario Kart. Effectivement, le mode 7 a lancé, et F0 non plus, bien sûr, c'est vrai que c'est des exceptions. Ce que j'ai dit sur le côté un petit peu anecdotique, c'est quand c'est utilisé ponctuellement dans des jeux, souvent c'est plus de l'ordre du gimmick. Mais par contre, effectivement, ils ont fait certains jeux qui tournent intégralement autour de ces petits trucs techniques, et notamment, bien sûr, Mario Kart. Et donc, tous les Mario Kart, tout le genre de jeu qu'est Mario Kart, c'est-à-dire tout ce genre de jeu de course-là, vient effectivement un peu du premier Mario Kart, qui sans le mode 7 n'aurait jamais existé. Après, il y avait quand même j'allais dire des jeux de course avec la caméra derrière la bagnole qui n'utilisaient pas le mode 7. Ceux sur Mega Drive, par exemple, n'utilisaient pas le mode 7. Il y avait d'autres techniques avec des gestions de parallaxe, de sprite, pour te donner cette sensation de profondeur. Mais c'est vrai que c'était quand même vachement moins kiffant qu'avec le mode 7. Et pour les fans de Super NES, je vous recommande de tester maintenant en émulation. Vous pouvez faire tourner les jeux qui tournaient en mode 7, ou Pilot Wings, tous ces jeux-là, en HD. Vous profitez des résolutions vachement plus élevées. Et genre F0, c'est un peu ouf. Mais même Mario Kart, hein, F0, c'est un peu ouf à jouer en mode HD. En plus, tu peux le mettre en 16:9, je crois. Je me souviens plus exactement de ça. Mais en tout cas, tu as une définition. Peut-être un jour, je testerai ça pour vous montrer des comparatifs entre ce qui se fait aujourd'hui en émulation, etc. et ce qui se fait à l'époque. Mais et là, donc, c'est l'autre gros argument, c'est que visuellement, la Super NES était complètement ouf et ça faisait tourner Street Fighter. Alors, dans une version qui est quand même pas de la qualité de celle qui était en arcade, évidemment, parce que ça faut pas déconner, c'est une console de salon. Mais c'est vrai que l'énorme révolution aussi de cette génération de consoles-là, c'est que les jeux d'arcade étaient on par. Ils étaient je suis un connard avec mes anglicismes, étaient à peu près du niveau. Encore une fois, c'était moins bien, mais tu pouvais retrouver des expériences comparables à celles que tu avais en arcade chez toi, ce qui était complètement ouf. Et Street Fighter 2, c'est évidemment, moi, quand j'ai eu Street Fighter 2, évidemment, c'est un grand classique maintenant, mais tu sors plus de chez toi, quoi, parce que du coup, ça te proposait presque l'arcade à la maison, ce qui était complètement ouf. Et c'est magnifique de revoir des images. Je suis désolé pour le son qui va suivre. Nintendo Scope sur l'épaule. Alors, attendez, vous avez vu qu'ils réutilisaient les mêmes plans aussi. La pub, quand ils utilisent des images de Contra 3 et des images de Street 2, ils remplaçaient juste les images du jeu, mais c'était la même scène, ce qui était très économe, je pense, à l'époque. Là, on a le Super Scope. Pas grand-chose à dire sur le Super Scope, mais... La précision laser est au pixel près. Avec 6 super jeux inclus, la technologie du Nintendo Scope fait de vous un tireur d'élite. Nintendo Scope, exclusivement sur console. Super Nintendo. Je n'ai jamais eu le Super Scope de Nintendo, qui s'appelle du coup le Nintendo Scope. Attendez, peut-être je me gourre. Hein. Coffret Super Nintendo Scope. Ok. Donc c'est le Nintendo Scope. Moi j'ai toujours appelé ça le Super Scope. Mais du coup c'était cette espèce de bazooka qui permettait en mode de tirer sur l'écran évidemment. Ce qui était aussi un très grand classique des jeux d'arcade évidemment. C'était un truc où tu avais plein de jeux qui utilisaient ça. Super Scope c'était aux US. C'est peut-être ça, d'accord. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf, cette techno elle est vraiment pas ouf. C'est même, en fait les jeux c'est moins intéressant même que Duck Hunt, hein, je trouve. Moi il y avait un Yoshi, alors il dit 6 jeux, c'est quoi les 6 jeux? Il y a pas eu 6 jeux sur Super Scope, non je crois qu'il y avait moins que ça. Ou c'est le jeu qui était, d'accord c'est 6 mini-jeux peut-être, non c'est pas ça? Parce que moi je me souviens du Yoshi Safari, vous en parlez dans le chat, effectivement il y avait Yoshi Safari. Et il y avait, c'était 600, non, oui, c'était une compile. C'était 6 mini-jeux, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti, en fait, sur le Nintendo Scope. Et c'était pas très intéressant pour moi. Là, pour le coup, le délire de jeu tir sur l'écran, bon, Duck Hunt, tout le monde a kiffé à l'époque et tout. Moi, je l'avais pas. Donc, je comprends que Duck Hunt comment il s'appelle? Celui avec les cowboys, là. Wild machin. Faut savoir, c'est très important les jeux où dans l'histoire des jeux vidéo, les jeux. Alors, je ferai un truc, un jour, je vous ferai un truc, je vous jure. Peut-être sous la forme de Desork.
Je suis désolé pour toutes ces digressions, évidemment, mais vous me connaissez, je fais toujours ça. Il y a les jeux de tir, c'est Wild Gunman. Non, c'est pas Wild Guns. Wild Guns, c'était sur... c'est Wild Gunman. Wild Guns, c'était sur Super NES, c'est un excellent jeu aussi, mais tu tirais pas sur l'écran. T'étais en TPS et tu pouvais bouger et tirer, mais c'était pas sur l'écran. Wild Gunman, ça c'était un jeu très important dans l'histoire de Nintendo. Un jour, je vous ferai un truc sur l'histoire des FMV, c'est-à-dire de la vidéo en jeu vidéo. Parce que j'ai fait des sorts où c'était vraiment juste des adaptations de films en jeu vidéo, mais je me dis que ça a tout autant sa place de faire une historique en fait, et même de tester les jeux. Donc ça commence avec un jeu russe en fait, dont j'ai oublié le titre, l'idée de prendre du film interactif en fait. C'était, putain, j'ai oublié le nom de ce jeu russe des années, mais je crois que c'est des années 60 quoi. C'était un truc, putain, j'ai complètement zappé. J'y ai évidemment jamais joué. Je trouve même et c'est considéré comme le premier film interactif de l'histoire. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à le dire Il y a déjà eu 2 JDG sur les FMV. Oui, je sais, j'ai participé à l'écriture. Mais là, c'est genre un truc un peu exhaustif, parce que JDG, on prend les trucs les plus marrants et on les fait. Non, c'est pas Kalachnikov, ouais, n'importe quoi. C'est pas Tetris non plus. Attendez, je vais vous le retrouver. Je vais vous retrouver ça. Si on fait juste ça et je tape... Je pense que si je tape film interactif sur Wikipédia, je vais vous le retrouver. Bah voilà, Kinotomate. C'était Kinotomate. Kino Poivron, il y en a eu plusieurs. Bon, j'arrête. Kino Automate, c'était pour l'exposition universelle de Montréal de 1967. Et c'est considéré vraiment comme le tout premier film interactif de l'histoire du jeu vidéo. Donc je pourrais peut-être faire un live spécial là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'est pas jouable, il est pas retrouvable en jeu. Il y a des extraits de ce jeu-là sur YouTube, mais c'est pas jouable. En fait, le procédé, c'était que t'étais dans une salle de cinéma en fait, et le côté interactif, tu choisis route numéro 1, route numéro 2, c'était un speaker, c'était un mec qui était dans la salle de cinéma. Il y avait une scène qui passait et il te demandait, vous préférez quoi? Est-ce que vous préférez que ce personnage ouvre la porte ou ne l'ouvre pas? C'était vraiment la toute base, le départ des films interactifs Kino Automate. Et en fait, je dis ça juste pour dire que Wild Gunman, c'est hyper important parce que très vite, alors évidemment, bon, il y a Dragon Slayer, il y a les Don Bluth. C'est pareil, ça serait un super intéressant à faire Dragon Slayer pour parler de Don Bluth. Ça aussi, ouais, ça, putain, c'est un truc que je pourrais faire. Mais de ouf, en fait, je vais faire complètement ça. En fait, je vais m'intéresser au concept du film interactif et on va se faire un jour un historique de l'histoire des films interactifs. Mais je dis juste ça par rapport à ce qu'on a vu parce que le fait de tirer sur l'écran, c'est un des gimmicks premiers de l'histoire des films interactifs. C'est un des premiers trucs qu'ils ont fait avec de la vidéo. Ça et le shoot aussi. Il y avait des shoots, voilà. C'est pas russe, c'est tchécoslovaque. Je suis désolé pour cette nullité culturelle. Après, je me suis pas renseigné. Hein. C'était des vieux souvenirs. Je suis absolument désolé. C'est peut-être un peu insultant d'ailleurs. C'était juste, oui, non, c'est tchécoslovaque. T'as absolument raison. C'est pas du tout un film interactif russe. Mais voilà. Mais donc du coup, ouais, ça c'est un sujet hyper intéressant. Est-ce qu'il cite, d'accord, du coup, Wild Gunman, tout ça? Parce que du coup, Nintendo a commencé avec des FMV aussi. Enfin, il y a des jeux Nintendo FMV dans des salles, des espèces de trucs de shoot qui sont en fait l'équivalent de... C'est des jeux de fête foraine, vous voyez, des trucs de tir comme ça. Je suis pas spécialiste dessus. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que je me renseigne pour vous proposer un peu des réflexions sur le sujet. Mais ça, c'est un sujet hyper intéressant. Donc voilà, donc le Super Scope, en tout cas, c'est pas une période où... comment dire, c'était pas encore... Pour moi, le vrai moment un peu ouf de ça, tu peux tirer sur ton écran à la télé, ça commence vraiment avec Time Crisis. Voilà. C'est vraiment le moment où je me disais putain là ça commence vraiment à être ouf. Sur PS1 il y avait des trucs de ouf. Avant ça je trouve que c'est un peu au balbutiement du truc, malgré les quelques exceptions. Guidez votre peuple. God Game de ouf, Populus bien sûr, ça vous connaissez, je vais pas... Combattez les forces du mal. Le monde vous appartient. Populus, disponible sur Super Nintendo. Populus, c'est top. Bon, beaucoup plus simple. Là, juste des images de gameplay, j'ai pas grand chose à commenter là-dessus. Games te souhaite la bienvenue au quartier général de Super EDF. EDF. Defense Force sur ta Super Nintendo. Tu piloteras il est cool le jeu. Ça c'est pas mal. De ces 8 armements hyper sophistiqués. Va-t-il défendre ta planète terrien? Super EDF exclusivement sur votre Super Nintendo. Ouais, c'était bien ça. Super EDF, c'est top. Bon, là du coup, il y a quasiment rien, c'est juste des images de jeu avec une voix off, j'ai rien à commenter, il y a pas de prise de partie. Rufio, t'aimes bien EDF? Oui, il est cool. Hein. Malgré le titre. Une course délirante où on peut jouer à deux sur 2 écrans séparés. Putain, les trucs d'animation, ils sont pas mal. Surveillez votre rétroviseur. Éclatez-vous. Mais pas mon pneu. Faites-vous peur. Avec Super Mario Kart, exclusivement sur... Ah, c'est cool. Ah, elle est pas mal celle-là, je crois que... Waouh. Oh putain, lui, il est dans la vallée des tranches de ouf, lui. Eh, coucou. C'est Super Mario.
Je suis carte. Bon, la 3D, c'était un petit peu... C'est drôle de comparer cette image-là à ce qui se fait maintenant avec Mario Kart 8. C'est assez marrant de voir ça. Mais alors, et c'est la voix de Roger Carrel, bien sûr. Et alors, ça a envoyé du lourd. Par contre, là, il y a un budget de bâtard dans celle-là, putain. Parce qu'ils ont fait de l'animation, là. Et il y a des plans qui, en plus, mélange 2D, 3D et tout, c'est ouf. 93, ouais, putain, c'est pas mal. Hein. Par contre, ça fallait s'abstenir. La version, le dernier modèle de Mario, ça, c'était pas complètement ouf. Nintendo présente Mario Paint. Ah, Mario Paint. Une souris, un croquis, illustration. Un curseur, 15 couleurs, coloration. Des mouvements sur l'écran, animation. 15 sons, une partition, composition. Avec Mario Paint, sa carte. C'est un slam. Il est... Putain, là, c'était, il rappait, il slamait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi? Et parce que 93, le hip-hop. Donc il était en mode hip-hop. Il s'est dit comment je peux vendre ça aux enfants? Bah le hip-hop quoi. Qu'est-ce qu'ils aiment les enfants? Alors ça c'est le truc parce que dans Mario Paint tu pouvais aussi composer de la musique. C'était un truc vraiment artistique. Moi je trouve c'est à la limite du jeu d'éveil. Hein. Je trouve Mario Paint c'est rendu complètement obsolète par Paint, par tous les ordinateurs en fait. Voilà, tu peux le dessiner de plus en plus dégueulasse ton dessin, tu peux le faire de plus en plus moche. Et effectivement, sur Super Nintendo, il existait une souris que je n'ai jamais eue. On m'a raconté que c'était pas ouf. Voilà, moi on m'a dit que ça marchait pas très bien la souris, que c'était pas complètement ouf. Donc c'était pas nul non plus, hein, mais que c'était pas super. Mais j'ai jamais eu cette souris sur Super NES. J'avais pas tous les accessoires. Nintendo invente le microprocesseur Super FX. Le 9 juin, découvrez cette nouvelle technologie. Ça va être quoi? Super FX, ça va être quoi? Est-ce que ça va être Star Fox ou est-ce que ça va être Yoshi's Island? Il y a des étoiles, Star Fox. Un jeu qui vous propulse des années-lumière en avant. Starwing, bientôt sur Super Starwing. Nintendo. Waouh, putain, ça c'est un teaser à la J.J. Abrams, ça. Il t'en montre très peu. Avec Amora, Super Mario est encore plus fort. Il peut T'es un gagner vendu, un Mario. Super cadeau. T'es un vendu de ouf. Retrouve-le sur les nouveaux verres à moutarde Amora. Je plaisante. J'aime bien la moutarde. J'aime bien Mario. Ah, et ça va plus vite. Est-ce qu'ils vont mettre le truc sur maintenant vous pouvez régler la vitesse? Ça va plus vite. Allez, pourquoi pas? Ça va faire mal. Mais il y a quelque chose de joliment abstrait. Putain, carrément, c'est violent par contre. Il y a quelque chose de joliment abstrait dans ce type de publicité-là, je trouve, dans cette espèce de qu'est-ce qui est cool et d'enlever tout le reste. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire une petite histoire, de raconter un petit truc, c'est juste l'essence du cool. Il faut que ce soit épidermiquement cool, vous voyez? Le monde entier l'attendait. Super Mario All-Stars. Les meilleures aventures de Mario réunies pour la première fois. La foule j'adorais. Ah, mais les premières stars arrivent. Qui, oui, Princess Daisy. Est-elle seule? Non, elle est accompagnée de l'excellent Axel, Wart et Ostro, Bowser et Heidi. Et attendez, il y a... Oui, c'est lui, c'est Mario. Retrouvez les stars de Mario Ça, je me souviens de cette Mario 3 et l'inédit Lost Levels dans Super Mario All-Stars. Une pub très pertinente puisque ça fait référence au passé. Du coup, Mario All-Stars est une compile de remake de jeux Super Mario. C'est notre premier accès au jeu, au vrai Mario 2, qui est donc comment dire, pas Mario USA, du coup, mais Lost Levels. C'est la première fois qu'on pouvait jouer au vrai Mario 2. Tout le monde connaît l'histoire. C'est un des trucs les plus classiques de l'histoire du jeu vidéo. Si vous aimez les jeux vidéo, vous connaissez l'histoire de Mario 2. Mais du coup, effectivement, là, il faut un petit truc. Donc, du coup, c'est nostalgie vintage. Vous allez pouvoir rejouer à vos anciens jeux Super Mario de l'époque, quoi. Mais en version un peu moderne. Donc, je trouve que c'est très pertinent. J'adorais Mario All-Stars. Celui-là, vraiment, j'adorais. Je trouve que les remakes, ils étaient trop bien, en fait. Je pense que si Rufio t'es encore dans le chat, je pense que tu vas pas être d'accord avec moi parce que c'est vrai que c'est pas exactement la même physique par rapport au premier Mario. Et j'ai fait quand même un long stream il y a très longtemps sur le premier Mario.
Mario All Stars plus Mario World Best cartouche. Effectivement, mais je l'avais pas. Parce qu'il y a eu effectivement une cartouche Super NES qui est sortie avec à la fois Mario All Stars et qui incluait aussi le 4e, donc Super Mario World. Mais celui-là, je l'avais pas eu. Moi, j'avais les deux séparés en fait. J'avais celui-là et j'avais Mario World. Mais c'était merveilleux de les redécouvrir comme ça. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, ils changeaient comment ça s'appelle ? Ils changeaient la physique aussi du jeu. C'est-à-dire que si vous jouez notamment, ça se ressent beaucoup sur Mario 1. Si vous rejouez à Mario 1 et à Mario 1 en version Mario All Star, en fait, la physique est pas exactement pareille. Vous pouvez pas sauter de la même manière. Et du coup, notamment la version de Mario 1, je la trouve meilleure sur NES que sur Super NES. Par contre, j'adore le Mario 3. Je trouve qu'il est super. Et j'aime beaucoup aussi le Mario USA. Et du coup, Lost Level, c'est la première fois que j'y jouais, moi. Et il est beaucoup plus finissable. Ah bah si, je suis d'accord, dit Rufio. Ok, très bien. Il est beaucoup plus finissable aussi parce qu'il y a les sauvegardes. Enfin, vous n'êtes pas obligé de reprendre. Attendez, je vais enlever. Il y a le mode slow depuis tout à l'heure en fait. Je vais vous enlever le mode slow parce que slow off. Parce que en fait, tant que j'arrive à suivre ce que vous dites à peu près, il n'y a pas de raison que ce soit en slow. Voilà. Donc très jolie pub pour un jeu fantastique. Si vous n'avez jamais joué je trouve que c'est un jeu qui est toujours très sympa à refaire aujourd'hui. Enfin, la version en tout cas Mario 3 de Mario All Star est vraiment cool. Maintenant sur console Nintendo et Super Nintendo, goûtez à la potion magique. Astérix sur Nintendo et Super Nintendo. Bonjour, salut, Rien à dire. Ah, j'adore. Oh là là, comment j'adore ce jeu. La pinouillère. Tu craquais sur Game Boy, mais ça change de tempo. Il frappe de nouveau sur Super Nintendo. Il frappe de nouveau sur Super Nintendo. Des musiques nouvelles, les graphismes géniaux sur Super Nintendo. Dis une aventure, dis-le à tes amis, c'est un jeu. Pas de problème, mon gars. Konami. Attends. Oh, j'adore le oh. Avant que je pense que Caris s'est inspiré de cette pub. Oh. C'est un jeu Konami. Oh. Et alors du coup, bon, c'est un jeu merveilleux. Je l'ai déjà fait en stream. J'ai très envie de le refaire. J'ai très envie de le refaire en stream parce que j'ai mal pris dans mon ego. Oh, clic. Et je l'ai pas fini en fait la dernière fois que j'y ai joué en stream et j'ai envie de le refaire en entier. Donc le jeu dont il parle, ils disent jamais le titre en anglais, mais parce que le titre en entier, pardon, parce qu'il est un peu pas ouf. C'est Buster Bust Loose. Je vous remets ce rap. Tu t'éclatais sur NES. Maintenant les Tiny Toons de Konami changent de vitesse. Tu craquais sur Game Boy, mais ça change de tempo. Il frappe de nouveau sur Super Nintendo. Il frappe de nouveau sur Super Nintendo. Super Nintendo. Souvenez-vous, c'était l'époque où Konami effectivement il y avait beaucoup de soins dans les jeux Konami à l'époque et à chaque fois qu'il sortait un jeu, il le sortait sur plusieurs plateformes, mais sauf que c'était jamais les mêmes jeux. Et en fait, les 3 jeux que vous voyez à l'écran, donc le premier c'est Bab's Big Break, je crois qu'il s'appelle sur Game Boy, est un excellent jeu de plateforme. La version NES est vraiment très très bonne aussi. Et la version de Super NES, je trouve que c'est la meilleure. Il y a aussi une version Mega Drive dont ils ne font visiblement pas la pub ici, mais qui est excellente aussi. J'ai oublié le nom de la version Mega Drive. Ce sont 4 jeux de plateforme absolument excellents auxquels je vais forcément jouer parce que je me dis putain mais c'est complètement la pinouillère de ouf en fait. Donc je joue à la version Game Boy, la version NES et la version Super NES sont excellents. Moi, ma préférée c'est la version Super NES parce qu'elle est excellente parce que chaque niveau en fait va essayer d'innover non seulement en termes de décor mais très régulièrement aussi en termes de gameplay. C'est un jeu très très riche. Souvenez-vous, on l'a fait en stream et j'étais même surpris de me re-rendre compte à quel point le jeu était hyper riche. Et je sais que dans le chat aussi vous l'aviez noté en disant ouais c'est assez ouf en fait pour un platformer de cette époque-là. Ce sont d'excellents jeux. Alors ils le rendent cool. Avec du rap, je trouve que, alors certes, c'est hyper gimmick années 90 de ouf, parce que c'est là, on est fin 93, donc tu peux pas faire plus vas-y les Jones, vous aimez le rap, c'est un peu ridicule. Néanmoins, je trouve qu'il y a une forme de justesse à vendre une production Tiny Toons par ce biais-là, parce qu'en fait, le concept des Tiny Toons, c'était de prendre les Looney Tunes, qui étaient donc Bugs Bunny, etc., des vieilles icônes du passé, et de les rendre teenage-friendly, parce que c'est ça l'idée, c'est que ça se passe dans un lycée, à l'université Acme, et du coup, l'idée, c'est que voilà, c'était en mode high school, à la mode high school, donc finalement, le fait qu'ils vendent ça avec les gimmicks un peu, et c'est années 90 aussi, le fait qu'ils vendent ça avec des gimmicks un peu rap, en mode c'est un peu la mode pour les jeunes, pour les ados, je trouve pas ça déconnant en fait. Et il y a quand même le premier oh de l'histoire du rap, et ça c'est vraiment cool quoi, on va le réentendre. Sur Super Nintendo, dis une aventure, dis-le à tes amis, c'est un jeu Konami. Oh. Oh, voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là, Super Butoden, mon dieu. Dragon Ball Z. Le choc sur Super Nintendo. Ah là là. Alors je m'épose parce que bon, voilà, c'était. Alors la pub dit pas grand chose, donc c'est pas, j'ai pas. Sauf que il y a quand même des modèles de Cell et de Goku en 3D. Alors ils sont Pokémon Shiny, hein, ils sont en version Shiny, mais. Est-ce que c'est la première occurrence de ces personnages modélisés en 3D ? Peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont très, très brillants. Là, c'est le moment où il y avait peu de contrôle. On n'était pas en mode, texture un peu... merde, comment on appelle
il y avait la barre spéculaire, il n'y avait pas grand raffinement, il y a pas de map de roughness en fait là-dessus. Il y a vraiment, ils ont mis brillant sur à peu près tout le corps de Cell, voilà. Mais j'adorais. Voilà. On en a discuté hier avec Fred et Seb d'ailleurs des jeux DBZ, Super Butoden. Alors je les avais tous les 3. J'allais dire tous les 4 parce que j'avais aussi Hyperdimension, mais ce n'est pas un Super Butoden, donc ça ne compte pas. En vrai, c'était pas des jeux ouf, mais putain, qu'est-ce qu'on y a joué à celui-là, notamment le 2. Tiens, t'es pas Gohan. Ça, putain, ça c'est vraiment. Là, c'est Flash Blast from the Past de ouf, ça j'ai trop joué quoi. Et tout le monde l'avait. Le 2. Spécifiquement le 2. Mais le premier aussi, il avait beaucoup tourné. Le 2, tout le monde l'avait. À l'école, tout le monde avait Super Butoden 2. C'était un truc de ouf. Non, c'était pas Cell Shading que je cherchais. Je sais plus. C'était PBSR. Je sais plus. On s'en fout. C'est pas très important. Mais ouais, ça, ce jeu-là, qui était en fait pas... C'est dommage parce que je trouve qu'il y avait des idées fulgurantes en termes de gameplay, mais qui sont pas bien exploitées parce que techniquement, les jeux sont un peu à la ramasse. Mais ce côté split screen, en fait, et tu peux voler et redescendre, ça aurait pu donner des jeux de baston absolument fantastiques. Broly dans le 2, trop bien ce jeu. Non. Broly n'était pas dans le 2, c'était Tara. Il n'y avait pas Broly et Bojack, il y avait Tara et Kujida, ok, et on les respecte quoi. Voilà, donc alors on continue. Ça, putain, il n'y a pas assez d'images de jeu quoi. Mais c'est vrai que ça sortait pas bien, c'est ça qui était chiant quoi. Tu devais vraiment te faire mal au pouce pour sortir les putains de, j'allais dire de Hadouken, les putains de Kamehameha, ça c'était relou. Mais... Oh là là, chef-d'œuvre aussi. Sur Super Nintendo. Pourquoi les tags? Parce que c'est un robot Aladdin, il fait des tags. Non, je sais pas. Pourquoi les... Je sais pas. Alors là, j'ai pas compris la pub. J'ai pas compris pourquoi ne pas mettre des images du jeu qui est en plus... Ah, attends. Il y a peut-être un truc. C'est que à mon avis, ils étaient... Alors ça peut être un truc de... Parce que à l'époque, donc il y avait les deux versions de Aladdin. Il y avait la version Super NES et la version Mega Drive. Et la version Mega Drive était connue pour être stupéfiante en termes de graphisme en fait. C'est le cas. J'ai déjà fait Aladdin, j'ai déjà fait d'ailleurs aussi sur la chaîne de Rufio, je l'ai fait en entier en Retro Achievement Aladdin, j'en ai refait, j'adore le jeu Mega Drive, je le trouve fantastique, mais je suis aussi très fan du jeu Super Nintendo qui est un fantastique platformer Capcom qui est beaucoup moins fidèle à la licence Aladdin que le jeu Mega Drive, mais qui est quand même un putain de... Si tu le sors du contexte de c'est une adaptation d'Aladdin, c'est un putain de jeu, et c'est Mikami, si je ne me trompe pas, qui a fait Aladdin sur Super NES. Donc c'est vrai, c'est un excellent platformer, mais à l'époque, il était de bon ton, notamment dans la presse, de dire que la version Super NES se faisait éclater et que genre elle était très en dessous techniquement de la version Mega Drive, ce qui est en fait un peu faux, mais c'était le gimmick de l'époque de dire ça, et du coup je pense qu'ils ne montrent pas d'image du jeu et qu'ils font un teaser juste avec le titre parce que justement ils ne veulent pas souffrir de la comparaison avec la version Mega Drive. C'est peut-être pour ça qu'on a cette espèce de teaser complètement mystérieux où on te montre pas d'image de jeu. Peut-être que ça vient de là. Bon. Ah, Cool Spot, tiens, on pourrait parler de Cool Spot aussi. Et fais gaffe au crabe. Hop hop, vise-moi ces blaireaux. Ouah, c'est super dingue, c'est Cool Spot. Prends sa tête de crabe. Oh, 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 Cool Spot. Le mec est un psychopathe. C'est trop cool. Cool Spot. Ça c'est un taf de ouf ça. Ça, j'aimerais bien. J'adorerais. Si vous avez envie de voix farfelues pour vos publicités, appelez-moi, envoyez-moi un petit chèque, je vous fais des voix trop cool. C'est cool. Wow. C'est trop facile. Et alors, Cool Spot, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu aussi. Alors, c'est marrant que ça tombe juste après Aladdin, parce que Aladdin Mega Drive est un jeu, Virgin, qui est de façon célèbre réalisé par notre ami David Perry, qui a aussi réalisé le jeu Cool Spot, ainsi que plein d'autres jeux, tels que Earthworm Jim ou encore Wildline. Mais du coup, Cool Spot, pour ceux qui ne captent pas ce que c'est, et c'est marrant. Ça, alors, je dis pas de conneries, c'est bien, c'est 7-Up. Hein. Ouais. C'est marrant, il n'y a pas la marque 7-Up, parce que ça, en fait, c'est un jeu à l'époque, il y avait ça. Et je sais pas, est-ce que c'est une bonne chose que ça ait disparu ou pas? Parce qu'en fait, c'était des publicités déguisées en jeux vidéo. Donc, ils faisaient des jeux vidéo qui étaient des pubs, qui étaient littéralement des pubs, et régulièrement pour de la junk food. Et ça, en fait, c'est la mascotte de 7-Up. C'est le point qu'il y a sur le logo 7-Up qui est jouable. Le spot, c'est ça, le Cool Spot. Et c'était hyper chelou, en fait. Mais je crois qu'il y avait du 7-Up, du coup, est-ce qu'on voit dans la pub? Ou est-ce que peut-être qu'ils n'ont pas le droit? On va voir. Parce qu'il y a des logos 7-Up de ouf dans le jeu, c'est sûr. Mais là, on les voit pas, je crois. Non, on les voit pas. Hein.
Et en plus, dans ce niveau-là, le niveau de la plage, je me souviens qu'il y a des bouteilles de 7-Up, etc. Et à mon avis, le fait que c'est pas montré, ça doit être un truc légal. Ça veut dire, à mon avis, je fais des suppositions, c'est peut-être n'importe quoi ce que je raconte. À mon avis, ils ont pas le droit de mettre le logo 7-Up dans cette pub parce que cette pub est censée être une pub pour Cool Spot et non pas pour la marque 7-Up. Mais donc, on est dans un vortex fractal qui est que c'est une pub pour un jeu qui est une pub. Pour un produit de junk food. Ça se faisait beaucoup à l'époque, il y avait les jeux McDonald's aussi, qui avaient plein de jeux comme ça. C'est allé jusqu'à Pepsi Man, mais qui n'est pas sorti en Occident, je crois que c'est pas sorti en Occident, Pepsi Man. C'était un super-héros du Pepsi. Voilà, attendez, on va continuer. Cool Spot, alors tu me dis Cool Spot, c'est la mascotte américaine de 7-Up, d'accord. En France, on avait Fido Fido. Putain, je me souviens pas ça du tout. Non, c'est pas du Sprite, c'est du 7-Up. Non, c'est du Sprite. Non, c'est du 7-Up. Zizidou qui me dit, nous on l'a eu en Algérie, Pepsi Man. Ah ouais. Putain, il faudrait que je regarde dans quel pays c'est sorti. Non, je crois que c'est 7-Up. Je crois pas que ce soit comment Sprite. Ah, Mr Nuts, jeu français. Je l'adorais aussi. Oh, putain, par contre, ça c'est des voix qu'il faut arrêter de faire. Là, le côté chimpunk est insupportable. Mais c'est un jeu océan, c'est un jeu français qui est vraiment bien. Moi, j'adore... En fait, le problème avec Mr Nuts, c'est qu'il souffre d'un souci qu'il y avait beaucoup à l'époque, c'est que le premier niveau est meilleur que tous les autres. Mais il était quand même... c'était quand même excellent. C'était beau, c'était super beau. Vraiment, je l'avais la cartouche, j'ai beaucoup joué à celui-là. Visuellement, je trouvais ça magnifique. La musique était superbe aussi. Il y avait cette espèce de truc un petit peu magique. Je crois qu'il y a une suite qui était prévue, mais qui est jamais sortie. Je crois sur Amiga, non, je sais plus. Mais il y avait ce truc-là. J'adorais ce jeu-là. Bon, ils le vendent comme un gros classique. En plus, le truc a une voix de Chipmunk. Moi, je trouve ça un peu insupportable, mais c'est super. Il y avait un truc de gameplay qui me saoulait un petit peu dans la façon dont était agencée la manette. Je crois que la touche X, je sais plus. Je sais qu'il y a un truc qui me gênait un petit peu dans la façon dont je devais appuyer pour courir et sauter. J'ai ce souvenir dans Mr Nuts qui fait que c'était un peu relou. Mais c'était super. C'était un super beau jeu de plateforme de l'époque. C'était vraiment magnifique ça. Ah, pas jeu de ouf. On y a joué avec Rufio ça en stream. Ranma 1.5 le jeu. Ouais. C'était un mauvais Street Fighter. C'était pas bien. C'était pas un jeu. Je me souviens, j'ai pas de conneries. Je crois que j'ai eu ce jeu Ranma 1.5 parce que j'avais échangé. Je crois que j'avais échangé. Alors, non, j'avais échangé Home Alone. Une merde pour une merde. J'avais échangé Home Alone sur Super NES et on me l'avait échangé. Il y a une copine à moi me l'avait échangé contre Ranma 1.5, mais c'était pas un bon jeu de baston du tout. On est sur du Jurassic Park là? Ah non, pas du tout. Ok. Je me suis trop fait avoir. Il y a 3 jeux sur NES, sur SNES, me dit Super Nintendo. Je suis désolé, je mélange les trucs, me dit Rufio. Et tu me dis, et il y en a un des 3 qui est un très bon jeu de combat. Ok, Rufio. Faudrait que tu reviennes streamer à l'occasion, que tu repasses faire des streams. C'était cool de streamer des jeux de baston avec toi. Alors, on continue. Flashback, ah ouais. Super jeu d'aventure, jeu français aussi. Maintenant sur Super Nintendo. Ah, c'était bien ça. C'était bien, c'était un Prince of Persia-like en mode platformer, mais un petit peu plus lourd et très scénaristique. Et techniquement, c'était vraiment assez généreux et tout. T'avais une histoire qui était très intéressante. C'était un truc de SF vraiment chouette. Très très bon jeu Flashback. Mais oui, c'est la bande à Dingo. La bande à Dingo, on l'a fait en entier, donc Bouffe Troupe avec Gilles, celui-là. La bande à Dingo sur Super Nintendo. Un excellent jeu Capcom. Finirez-vous un jour Zelda 3? Oh waouh! Attends, quoi? Finirez-vous un jour? C'est vrai ça? C'est un vrai retour vers le passé. La légende de Zelda Retour vers le passé, il n'y a jamais eu ça? Je n'ai jamais... Alors attendez, ou alors c'est un mauvais retour? C'est un mauvais souvenir? Il n'y a jamais eu, c'est pas vrai. Hein. Ce titre en français, c'est de l'arnaque. Voilà, j'ai pas de souvenir de ça. Donc, alors, il y a jamais eu. C'est Link's Awakening, c'est Link to the Past évidemment, mais ça n'a. Donc, il doit y avoir un prototype du jeu où il y a ça, retour vers le passé, qui doit être écrit. Ah, c'est ouf. Et alors, du coup, le truc, évidemment, toute la pub autour de ce jeu, qui est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo, qui est le jeu préféré de ma maman, voilà, donc qui est un jeu absolument merveilleux, un jeu d'action-aventure, une merveille, sûrement. Peut-être le meilleur jeu Zelda 2D avec quand même Link's Awakening qui est un monument aussi, mais j'adore, c'est un jeu fantastique. Et à l'époque, toute la com, je me souviens de ce jeu était faite sur le fait qu'il était plus long que les autres.
Alors pourtant, c'est un jeu qui peut se terminer finalement pas. Enfin, ça va quoi. C'est genre, mais ils ont décidé d'axer toute la com autour du jeu sur le fait qu'il était très long. Moi, je me souviens de pages. Il y avait les doubles pages dans les magazines où tu avais un squelette avec la manette de la Super Nintendo et c'est genre vous ne le finirez jamais. Donc c'était et les cheveux roses. Et effectivement, Link a les cheveux roses dans ce jeu. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien ça par contre, mon Dieu. Zelda 3, on croit que c'est fini. Trop bien, trop bien. Ouais, bah c'était à peu près ça en fait, à mon avis, ils ont pris les photos à ce moment-là. Ah, ça revient. Super Butoden. Ah non, c'est l'appel du destin. De nouveau rendez-vous avec la baston. Dragon. Et là, c'est les deux, du coup, c'est cheap parce qu'ils ont réutilisé les mêmes modélisations que pour vendre le premier. Et du coup, ça, c'est les deux jeux qui étaient en concurrence à l'époque. Donc, l'Appel du Destin, c'était le jeu de baston. C'était un Butoden, en gros, c'était un Super Butoden, mais sur Mega Drive. Et comment dire, la version Super. C'est pas la version Super NES. Super Butoden 2 est celui qui est sorti sur Super NES à peu près au même moment que l'Appel du Destin. Le gros, à l'époque, en fait, le gros de la différence se faisait sur le roster de personnages qui étaient jouables. À savoir que DBZ, la légende Saiyan, donc Super Butoden 2 sur Super NES, avait comme avantage d'introduire les personnages des OAV. Je crois même avant la sortie en France des OAV. C'est la première fois qu'on a vu Broly, Bojack et la meuf de Bojack, dont j'ai oublié le blaze. Mais ces trois personnages-là étaient intégrés, alors que l'Appel du Destin allait plus, était plus fidèle à la série. Et on pouvait jouer, je crois, de mémoire... Je crois que c'est le seul jeu de cette époque-là où vous pouviez jouer Krillin. Et il y avait aussi, je me souviens, il y avait Ginyu et il y avait... comment il s'appelait là l'autre. Du commando Ginyu, là, le rouquin. J'ai oublié son blaze. C'est pas grave. Mais il y avait ça et voilà, c'est tout. Dans le premier, sur Super NES, dans Super Butoden, je crois qu'il y avait C20. C'était hyper étrange. C'était donc le Dr Gero, mais je sais pas pourquoi ils avaient mis C20, alors que c'était pas un personnage si important que ça. 36, 68, 16, 61. Rikum, voilà, c'était Rikum. Oh, chef-d'œuvre. Ça, qu'est-ce que ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, il le vendait. Super, alors ça, bon, Super Metroid, j'ai pas besoin évidemment de vous parler de Super Metroid, c'est un des plus grands jeux d'aventure plateforme de tous les temps. Ça a inventé tellement de trucs. Même, alors, ça a pas inventé tellement... Le gros de ce qu'est Super Metroid en termes de le corps du jeu Super Metroid est quand même évidemment très inspiré de Metroid. La base de Super Metroid, elle est contenue dans Metroid, mais ça a tellement poussé les curseurs à fond que c'est grâce à ça que les Castlevania ressemblent à ce à quoi ils ressemblent. Il y a un nombre de jeux incalculable, mais même les Dark Souls, même les From Software, en fait, ils reprennent complètement des délires de ce jeu-là. C'est un jeu hyper important dans l'histoire du jeu vidéo et c'est un monument. Alors, ce n'est pas mon jeu Metroid préféré. Je pense que mon jeu Metroid préféré est putain, j'ai zéro effect dans la tête. C'est le remake du 1 sur Game Boy Advance, que je trouve merveilleux en tout point. Mais celui-là arrive deuxième très facilement, et en tout cas, on s'en fout, on n'a pas à les comparer les deux, on s'en bat les couilles. Mais Zero Mission, voilà. Le Zero Mission, je trouve qu'il est moi, c'est incroyable. Mais celui-ci, en tout cas, est tout à fait équivalent en termes de qualité. C'est juste, moi, j'ai préféré parce que je trouvais ça ouf de redécouvrir le scénar du 1. Je sais pas si vous avez fait Metroid Dread, si vous l'avez pas fait sur Switch, c'est une balle, il est mortel. J'ai kiffé l'expérience Metroid Dread. Et donc ça, c'est une tuerie. Si vous avez jamais fait Super Metroid, on va faire plus de rétro sur cette chaîne, ça va être plus cool aussi. Ça plaît moins aux gens souvent quand on parle de jeux rétro et tout, mais en vrai j'adore ça. Moi, il faut qu'on fasse plus de rétro, c'est trop cool. C'est génial Super Metroid, c'est vraiment. Ah, je l'avais le Super Game Boy, bien sûr. Pour jouer à mon jeu à la télé, à tous les jeux Game Boy sur votre télé, dans les couleurs de votre choix, comme Donkey Kong, Wario Land, comme Kirby, Zelda, et les 250 jeux Game Boy. Tais-toi, montre mon jeu en couleur. Avec Super Game Boy, jouez à tous les jeux Game Boy sur votre télé couleur. Mais surtout au mien, imbécile. Trop tard. Merde, pardon, excusez-moi. Voilà. Il se la raconte Wario de ouf. Mais après, j'ai envie de lui dire joli coup. Alors, donc, le Super Game Boy, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'était à l'époque, c'était une cartouche Super Nintendo avec un trou dedans dans lequel tu mettais une cartouche Game Boy et tu pouvais par conséquent jouer à tes jeux Game Boy sur ta télé. Donc, et en couleur. En
couleurs, parce qu'en fait, il y a 4 couleurs dans la Game Boy, évidemment. C'est à la base, la console est en noir et blanc, mais elle est en noir et vert, mais en gros, c'est en noir et blanc. C'est juste des niveaux de gris, en fait. Il y a 4 niveaux de gris en Game Boy. Et donc, ces 4 couleurs, en fait, tu pouvais les recoloriser par le biais de la Super Game Boy en disant, au lieu que ce soit du noir complètement noir, ou du vert très foncé, tu peux mettre du bleu très foncé. Il y avait plusieurs presets comme ça, et tu pouvais même faire tes propres palettes, je crois, de couleurs, etc. C'était complètement gimmicky. Ça avait pas grand intérêt, si ce n'est, voilà, tu pouvais jouer, en fait, à tes jeux Game Boy sur ta télé, ce qui était plutôt cool. J'ai beaucoup joué, du coup, à plein de jeux comme ça. C'était sympa, mais c'était pas révolutionnaire, quoi, le Super Game Boy. Et je crois qu'il y a une deuxième version, il y a une Super Game Boy 2, mais je l'avais pas. Moi, j'avais la 1, c'était vraiment cool. Ouais. C'est des bons jeux, je trouve, les jeux Sailor Moon. C'est des beat'em up qui sont très honnêtes sur Super NES. Avec Sailor Moon, les filles bastonnent dur. Sailor Moon de Bandai. Maintenant, les filles ne se laissent pas faire. Bandai. Alors je sais pas si Bandai faisait aussi, mais voilà, les deux licences en beat'em up français, n'importe quoi. Les deux licences en beat'em up Super NES que j'aimais bien, c'était ça et les Power Rangers. Je trouve que c'était des bonnes adaptations en fait de séries si Power Rangers je regardais beaucoup, Sailor Moon je regardais pas trop, mais quand même un petit peu. Je trouve que c'était honnête en termes d'adaptation et c'était plutôt jouable. Il y en a eu plusieurs. Alors et du coup j'ai plus de souvenirs, je pourrais pas vous dire lequel est le meilleur et tout, mais je sais que Power Rangers et Sailor Moon c'était des adaptations beat'em up de séries télé populaires qui étaient très honnêtes, très rigolo. Par le divertissement que ça apportait était vraiment cool. Ça c'était moins bien, je trouve. Suivez-toi, évite les dangers de la forêt, déjoue les pièges de Gargamel. Les Schtroumpfs sur Super Nintendo, c'est trop dur pour les parents. Ouais. Ça c'était pas ouf, c'était complètement en mode infogramme évidemment, donc du coup c'était des jeux qui étaient hyper beaux visuellement, c'est fou, c'est tellement dommage, il y a tellement d'actes manqués. Là si je vous mets ce freeze frame là, à l'époque normalement vous chialez de bonheur tellement c'est proche de la bande dessinée, du dessin animé, tellement vous dites putain mais c'est une magnifique adaptation, j'ai l'impression de jouer au dessin animé ou de jouer à la BD, c'est incroyable, et à chaque fois il y a putain ce truc de pourquoi c'est pas jouable, merde quoi, ça c'est trop dommage. Genre évidemment t'as envie de jouer à ça quoi, quand t'es fan de dessin animé, que t'es petit et que t'as une Super Nintendo, et tu sens qu'ils étaient vraiment à deux doigts d'arriver à faire des adaptations absolument parfaites, et franchement c'était trop c'est les jeux du dommage, voilà, c'est putain de dommage. Spirou c'est dommage, celui qui s'en sortait le mieux c'était un peu Lucky Luke, mais c'est quand même dommage, ça aurait pu être des excellents jeux, et t'as l'impression qu'ils voulaient vraiment vendre leurs jeux sur des screenshots quoi, ça c'est vraiment très dommage. Ah bah tiens, celui-là il était bien, c'est vraiment bien, et il y en avait un autre qui était adapté du film. Ah ça c'est incroyable. Alors celui-là j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait des streams spécifiquement dessus, je trouve que c'est merveilleux. Ça c'est le même jeu. Ouais. Donc j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur Donkey Kong Country lors de mon stream sur Donkey Kong Country. J'ai très envie de jouer au 2, tiens, un de ces 4 on se refera le 2. Enfin pas en entier parce qu'il est hyper long, hyper dur. Et ça j'en ai parlé de toute façon, tous ces arguments de vente, ce n'est pas du CD-ROM, c'est toujours sur Super NES. Fantastique. Le 2 est dur mais juste, je trouve absolument. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire, Possiana, en disant le 2 est dur mais juste, je trouve que ça peut en fait s'adapter à peu près tous les Donkey Kong, tous les platformers Donkey Kong jusqu'à Tropical Freeze. Je trouve que ce sont des jeux qui sont exigeants en termes de gameplay, mais qui sont vraiment très justes. C'est-à-dire que si tu respectes le jeu, tu gagnes, et du coup c'est vraiment des jeux où tu es content de gagner quoi, parce que tu dis ouais, je l'ai mérité. Ils sont justes, ils sont pas malhonnêtes, c'est juste ils sont durs par contre, c'est pas des jeux faciles. Street Racer. 4 joueurs sur Super Nintendo, Street Racer. Qui est un jeu qui à la fois que c'est un Mario Kart-like, mais qui va s'inspirer aussi un petit peu de Street Fighter de façon très large, dans le côté un petit peu bagarresque du truc, parce qu'il y a un délire à la Road Rash en fait où tu peux frapper tes concurrents. Il y a eu, alors cette version-là est en mode 7 parce qu'elle est sur Super Nintendo, mais il est aussi sorti sur Mega Drive, il est sorti si je ne m'abuse sur PlayStation également, dans des versions qui sont très différentes. La version Mega Drive est aussi vue de derrière et elle utilise d'autres technologies justement, c'est ce que je disais, pour montrer, pour faire des jeux de course vus de derrière. Et la version Super NES, PlayStation pardon, je crois utilise simplement est en 3D. Si je ne m'abuse. Avec NBA 95, les pros ne veulent plus mettre leur basket, ils s'éclatent sur leur console et les entraîneurs deviennent fous. NBA 95 sur Super Nintendo. Je n'y connais rien en jeu de basket, à part éventuellement NBA Jam, je n'y connais rien. Donc je ne sais pas si ça c'était bien à l'époque, mais genre j'ai dit bien sûr évidemment. Toute ma vie, j'ai travaillé pour être le meilleur dans mon sport. Mon jeu vidéo... Oh, je l'avais ce jeu. Celui-là, on y jouera. C'est... comment il s'appelle? Putain, attends, on va le retrouver. Le plus géant des jeux de plateforme, Michael Jordan. Bien sûr. Super Nintendo. Alors là, vous lisez pas, moi, parce que, enfin, mais moi non plus, parce que c'est dégueulasse, mais je me souviens du titre, c'est Chaos in Windy City, ou In the Windy City, ou quelque chose comme ça. C'était un jeu de plateforme action qui surfait de ouf sur la mode, évidemment, Michael Jordan,
qui est plus qu'une mode. Hein. Michael Jordan, ça, je suis pas un mec du basket, j'y connais que dalle et tout, mais j'adore Michael Jordan. J'ai des Jordan, je porte régulièrement des Jordan, j'adore Michael Jordan, je trouve que je suis très fan de lui, de ce qu'il représente, je trouve très cool. Mais du coup, ce jeu-là, je l'avais de ouf et je l'aimais beaucoup. Je l'aimais énormément, j'y ai beaucoup joué, je l'ai jamais fini, donc c'est peut-être l'occasion de le faire en stream pour essayer de voir si je peux le finir. Celui-là, je me souviens que celui-là est l'adaptation de The Mask. C'est des jeux, je me les mets, dans ma tête, ils se ressemblent un peu parce que c'est des grands niveaux que vous pouvez un peu explorer. Mais j'ai beaucoup joué à ces deux jeux-là. Et il est vraiment cool. Le concept, c'est que du coup, t'es Michael Jordan, tu te bagarres avec des balles de basket, évidemment. Donc tu peux lancer des ballons de basket sur les méchants. Donc il y a un scénar à la con, voilà, mais on s'en fout. Mais c'est juste, tu te bats avec tes ballons. Et les ballons, t'en as plein des différents. Et ils ont tous des pouvoirs. Genre, t'as le ballon bah là, on le voit sur l'affiche, les ballons du feu, les ballons de la glace, les ballons du poison, tout ça, etc. T'as tout un tas de paniers de basket qui sont répartis dans les niveaux où tu peux dunker du coup et ça te donne des bonus machin etc. T'as exploré et je crois que le scénar c'est il faut que tu libères, il faut que tu sauves d'autres joueurs de la NBA qui sont prisonniers ça peut être un jeu rigolo à faire avec Panda si tu m'écoutes, je ne sais pas, mais il est fan de basket Panda donc ça peut être vraiment cool. Ici votre envoyé spécial en direct Un jeu pas bien mais sur les traces pareil de là ça c'est ouais. Nous sommes sur le toit du monde. Tintin et le capitaine Haddock prennent tous les risques. Le danger est partout. Attention le Yeti. Tintin au Tibet sur Super Nintendo. Ouais. Exactement comme les Schtroumpfs, c'est-à-dire le jeu n'est pas bien, mais c'est juste qu'il est extrêmement beau, il ressemble de ouf. Et pareil pour Spirou. Mais c'est fou quoi, t'as l'impression qu'ils ont de l'or dans les mains quoi, Infogrames à ce moment-là, pourquoi Ça, ce serait intéressant d'essayer de retrouver des développeurs qui bossaient chez Infogrames à l'époque et de leur poser des questions sur les décisions, les choix de gameplay. Parce que après, c'est pas non plus des merdes quoi. Les gens, souvent ils disent que non plus que c'est vraiment parce que alors peut-être à cause de nous aussi dans le joueur du grenier, mais nous c'est des blagues. C'est pas des merdes absolues, c'est pas injouable complètement. Quand tu sais où aller et que tu connais les jeux, tu peux les terminer, voilà. Mais en fait, c'est des jeux qui ont l'air un peu injustes. Et moi, j'adorerais discuter en fait avec les gens d'Infogrames pour savoir est-ce qu'il y avait des raisons parce que ça arrive une fois. C'est-à-dire que tu fais un jeu qui est extrêmement beau, très fidèle à la licence que tu adaptes, mais qui a des problèmes de gameplay et tout. Tu dis, bon, c'est une erreur de parcours, ils n'ont pas eu le temps de finir. Mais là, c'est tous les jeux, quoi. Tous leurs jeux, c'est hyper dur à jouer, c'est hyper dur à prendre en main. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils s'en rendaient pas complètement compte ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps, simplement, de finir et Est-ce que tout le budget du jeu allait dans les graphismes et que, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Fred avait été en contact avec des anciens développeurs et apparemment, c'est surtout que les devs étaient aussi les testeurs. Ah, parce que ça leur paraissait facile, parce qu'ils avaient eux-mêmes fait le jeu. C'est ça qu'il dit, Fred. Bon, je savais pas qu'il avait été en contact avec les mecs d'Infogrames, faudrait que je lui demande. Mais ok, ouais, d'accord. Donc, parce que sinon, en fait, ça, tu modifies un peu les jeux, t'en fais des jeux juste jouables, c'est des chefs-d'œuvre. Mais c'est des chefs-d'œuvre auxquels tu peux rejouer aujourd'hui. Ils sont trop beaux. Les animations sont d'équerre, tout est. Enfin, c'est magnifique, quoi. Super Mario Kart. Chef-d'œuvre. Alors là, vous pouvez voir, la boîte fait que c'est une ressortie de Super Mario Kart. La boîte originale est en fait bleue, je crois, ou bleu-vert. Le fait qu'il y ait une boîte rouge comme ça avec le petit logo Nintendo, je crois que c'est Nintendo classique, un truc comme ça, ça veut dire que c'est une ressortie moins chère. Mario Kart All-Star, pardon. Ah bah si, non, d'accord, c'est une pub spécifiquement sur les ressorties des classiques. De passer à côté des classiques sur Super Nintendo. D'accord. Ils avaient fait à peu près la même chose à l'époque sur PlayStation. C'était, comment ils appelaient ça ? Et les Platinum. Voilà, c'est les premières éditions Platinum, c'est complètement ça. Il est 14h10, les amis, vous me prévenez, vous avez raison de le faire. On se retrouve dans pas longtemps, peut-être demain, peut-être que si j'ai le temps, c'est dimanche, je reviens en gros plan. Voici ma grosse gueule, salut à tous, c'est Karim Debache. Ouais, on se retrouve peut-être demain pour un nouveau stream. Sinon, si on se retrouve pas demain, on se retrouvera de toute façon mardi. Voilà, je vous fais des coucous là dans pas longtemps, je vais aller manger des galettes. Préparer une galette en fait, ça va être plus ça que je vais faire. Mais même si c'est ma copine qui va les faire, parce qu'elle a envie de faire des galettes. Voilà, mais je vous embrasse très très fort. Est-ce que je peux raid quelqu'un peut-être ? Ça peut être cool, je vais raid quelqu'un comme d'habitude, ça va me prendre un petit quart d'heure évidemment. Non, parce que je suis déjà connecté et que tout va bien. Alors bougez pas, tac tac tac, hop, on peut raid, hop. Ça va faire plaisir. Voilà. Et je vous embrasse très très fort en tout cas, merci beaucoup. Ah non, avant toute chose, évidemment que je vais remercier les gens qui ont sub. Putain, mais quel connard je suis. Je suis une merde, absolument ingrate, mais je vous embrasse très fort tous les gens qui ont participé. Putain, on est beaucoup, j'avais pas vu qu'on était 4000. Merci beaucoup à tous les gens qui ont participé financièrement à ce stream, et merci à tous pour avoir été là par ailleurs. Donc Aubergine, je crois que je t'ai remercié. Arès, je t'ai remercié. De Masque Zéro, je t'ai remercié. Kaiso aussi. Merci beaucoup à toi. Umberit aussi.
Grim Gigi, merci beaucoup à toi qui me dit petit sub de soutien à un homme qui m'a régalé avec sa bande depuis les... Ah ben je t'ai lu, pardon. Shepard aussi, Quentin44, je crois que je t'ai remercié. Quanti44, pardon. Je t'ai remercié. Wolf Regan, merci à toi. Nicro, merci à toi. Litum Boxes, merci à toi. C'est pas la première fois que je te le fais. Tu me dis bonjour et merci pour ce rétrofuturisme apaisant, écoute de rien. On va se faire ça souvent. Là j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire genre la Mega Drive. J'ai envie de tous les faire. Merci à toi Zebraltar pour le sub. Merci à Frifurge qui me dit coucou, tout plein d'amour et de bonheur. Des bisous à toi. Merci à Etienne Lio. Bonjour Karim et bonne année. Bonjour à toi, bonne année aussi. Lille Lagoon, merci à toi. Acme le Zozo, pardon. Bonjour Karim, tu me dis merci à toi aussi pour le sub et bonjour. Ez Rapids, tu me dis tu es le GOAT. Effectivement, je suis une chèvre. Ce serait fou si j'enlève un masque et je suis vraiment une chèvre. Merci à toi, C3P dans l'eau. Gros bisous. Merci à Tyler Sauzé, merci à Maxou le chat, merci à Idrix27 qui me dit coucou et bonne année à toi. Merci à Nekaro, merci à Quoquette qui me dit Karim à jamais dans mon cœur. Faut consulter, parce que ça peut être douloureux sur le long terme. Merci à Avod51, merci à Oasis Pomme 18, merci à Dindon d'Organe 0 qui me dit toujours un plaisir d'avoir un live de Karim pour déjeuner. Tout le plaisir est pour moi. Merci à Joe Yabuki Oji. Merci à Eyos. Merci à Gable Paki qui me dit bisous Karim. C'était un super stream très instructif. De rien, ça me fait plaisir. Et merci à Netriska. Vous êtes trop mignons, vous êtes absolument chou. Il n'y a absolument personne que je suis à raid. Donc par conséquent, on va se quitter là-dessus, peut-être sur un peu de musique. Allez. On se termine sur J'ai besoin d'amour de Laurie. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt. On se retrouve demain ou mardi. Je ne sais pas encore. On verra. Mais en tout cas, gros bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Ciao. Bye. Bye.